Salut à tous, c'est Severin Lyric et bienvenue sur la chaîne Player in the Dark. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu la chance de mettre les mains sur The Broken Mind. Broken Mind, c'est un petit jeu indé créé par un petit gars qui s'appelle Tony et il est venu lui-même sur le live pour parler avec moi. Ni une ni deux, j'en ai discuté avec le Serial Gamer et Fashram et on a établi des meilleures questions à lui poser si on pouvait l'interviewer et c'est arrivé. Malheureusement, Fashram n'était pas là le jour de l'interview, mais il était là, on pense très fort à lui. Et bref, j'avais envie vraiment de mettre en avant cette interview qui est déjà sortie sur la chaîne du Serial Gamer, qui a une version un peu plus pro, d'accord, un peu cutée. Ici, il n'y aura pas de cut, vous aurez la version un peu plus longue. Vous pourrez constater du fait que Tony est vraiment quelqu'un d'hyper accessible et même il était un petit peu plus stressé que nous, alors que nous, c'était notre premier exercice du genre. Mais voilà, il y a énormément de choses qui sont négatives et bêtes sur YouTube. Et du coup, je me dis que cette interview, elle est vraiment hyper intelligente, hyper intéressante. C'est vraiment pas pour me mettre en avant, mais ce sont vraiment des questions que nous, en tant que gamers, on pourrait se poser face à une personne qui a tout abandonné pour faire son propre jeu vidéo. Bref, je vous laisse avec cette interview. J'espère que ça vous plaira. Salut. Que moi je fais ça, c'est pour ça aussi que j'ai fait appel au Serial parce qu'il est un peu plus pro dans ces côtés-là et moi de mon côté c'est vraiment des questions, je voulais que tu sois un maximum à l'aise pour y répondre parce que nous tous en tant que joueurs par moment on se les pose ces questions-là en fait. Ouais, j'imagine, tu vois forcément. Il n'y a pas de souci, impeccable. Voilà. On se les pose et puis tu nous fais quand même l'honneur d'être, je pense, pour Player et pour moi, le premier créateur de jeux vidéo à faire partie de nos modestes chaînes YouTube. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, j'avais déjà eu dernier. Un autre développeur en fait qui était venu sur un jeu, mais j'avais pas poussé le bouchon plus loin en fait. Et ici je m'étais dit voilà, il y a Fashram qui m'a un petit peu poussé derrière, même s'il n'est pas là. donc voilà quoi. Et ce qui est rigolo, c'est, enfin juste en préambule, hein, ce sera pas dans la vidéo, c'est que à l'entrée, à l'introduction, tu dis voilà, j'y ai mis tout mon cœur, ça m'a pris 5 ans. C'est la première fois que je vois ça à l'introduction d'un jeu. Ouais, mais justement, j'ai longtemps hésité à le mettre, ce petit message, mais je me suis dit: «Ça permet un petit peu d'expliquer aux gens ce que ça peut représenter, un jeu comme celui qu'ils vont voir». Et puis en même temps, c'est surtout l'occasion dès le départ, tu vois, de dire merci aux joueurs parce qu'il y en a peut-être qui vont abandonner en cours de route, qui vont pas aller jusqu'au bout du jeu. Là, je sais que voilà, il y en a qui vont pas aller jusqu'à l'écran des crédits. Bah, moi, je voulais justement dès le départ, dire merci à ceux qui m'ont fait confiance parce que bon, tu vois, tu mets 9,99 € dans un jeu. Pour certains, ça peut représenter un prix qui est quand même élevé et je suis encore un studio qui est assez jeune. J'ai sorti que 3 jeux à date donc enfin, je pense qu'on le voit si tu regardes dans tous mes jeux, je remercie régulièrement le joueur parce que je trouve que c'est, hyper important, quoi. Ne change pas ça, c'est parfait. Vraiment, c'est vrai. Justement, pour les questions, tu veux qu'on s'y prenne comment? Une question player, une question moi et puis... Oh non, comme vous voulez, hein, franchement, ouais, franchement. Faites comme vous voulez, enfin allez-y tranquille, il y a pas de souci. Moi j'encaisse et puis j'essaie de répondre au mieux. Première vidéo à tous les deux, mais effectivement, c'est la première fois qu'on interview, donc Voilà. Bah vas-y, lance le bal. Moi j'écoute, allez. je suis là, je suis la commère. Moi j'en ai déjà fait Alors, plusieurs des interviews donc allez-y, vous inquiétez pas, C'est j'ai un cool. peu l'habitude, il y a pas de souci. Pas de souci. ce que je vais faire, je vais vous cacher. Ouais. Alors, Merci beaucoup. non, mais je vais pas vous cacher comme ça, c'est juste qu'en fait, je vais juste, me montrer dans l'introduction et ensuite, bah, forcément tu seras mise en avant. Pas de souci. Mise en abîme, mais il faut que je fasse une intro. Bah ouais. Vas-y, éclate-toi. La tradition, hein, sur YouTube. Action. Allez, 3, 2, 1, action. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui, je ne suis pas seul et on interview le studio de Tony qui nous a fait un superbe jeu. Le jeu, donc c'est Broken Mind. Broken Mind qui est sorti sur Switch, sur console. Je vais surtout donner la parole à Tony et surtout à Player, hein, par qui justement on a eu ce contact. Merci beaucoup en tout cas de faire partie de cette aventure.
Donc, Voilà. qui es-tu, Tony? Et puis, bonjour, player. Et excuse-moi. Bonjour, Voilà. moi je suis là. Non, mais non, il n'y a pas besoin de la refaire, elle est parfaite, elle est naturelle. Si tout est naturel, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà. Donc, moi je suis un joueur dans ma cave et ça ne va pas plus loin. Je partage sur YouTube et sur d'autres réseaux comme ça, tranquille. Et un jour, je streamais un jeu que je venais d'acheter sur le marché. Et là, paf, il y a le développeur qui pop, un peu comme un Pokémon sauvage. Du coup, je l'ai attrapé dans la Pokéball et je l'ai emmené dans cette interview. Voilà. Voilà. Bon, écoute, c'est parfait. Donc, en tout cas, merci, Tony. Merci à vous. Merci à toi. On t'a contacté parce que. Enfin, tu nous as contacté, en fait. Tu as contacté Player. Tu es passé sur un de ses lives. C'est ça, ouais. Et j'ai vu qu'il était en train de liver sur mon jeu. Je me suis incrusté dans le live. J'ai regardé un petit peu comment il jouait. J'ai vu qu'il était ceinture noire de coups de pied. Donc, j'ai été forcé de le saluer. Et puis voilà, on a un petit peu échangé. Et puis voilà, du coup, là, on se retrouve pour faire cette interview ensemble avec un grand plaisir en tout cas. Et nous, alors, on rappelle juste en préambule que A Player in the Dark et moi-même, on a acheté ton jeu. Ouais. Tu nous as pas Merci pour ça. soudoyé. Merci, Voilà. merci. On l'a fait parce qu'on aime bien découvrir des jeux indés. Et effectivement, tu fais partie des belles découvertes de ce milieu d'année de 2022. Et effectivement, ce qu'on voulait savoir en première question, c'est qui es-tu et quelle expérience du jeu vidéo tu as exactement avec ton studio Too Bad Games. Too Bad Games. C'est ça. Alors pour me présenter moi je m'appelle Tony Delucia, je suis développeur indépendant. C'est pas du tout à la base le cursus scolaire que j'ai suivi, ni le niveau professionnel, puisque moi à la base, j'ai suivi une formation dans la vente. À la base, j'étais vendeur en informatique dans une grande enseigne. Et puis en fait, j'ai toujours créé des jeux vidéo à côté. Depuis à peu près l'âge de 14 ans, c'est l'âge où j'ai commencé à m'y mettre. Arrivé en 2016, il y avait eu la première explosion des indépendants avec des jeux comme Hotline Miami, qui avaient commencé un petit peu à vraiment convaincre le grand public. Et là, je me suis dit que j'avais vraiment envie de me lancer, mais cette fois-ci vraiment d'en faire mon métier. Et comme mes jeux, voilà, je sentais que je commençais vraiment à m'améliorer, voilà, depuis tout le temps où je faisais de la programmation et de la création de jeux. Je sentais que là, ça y est, je commençais un petit peu à être prêt à me lancer. À maîtriser. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis, comme j'ai eu un petit peu l'opportunité, le soutien de ma femme, je me suis dit: «Allez, on se lance». Donc, j'ai quitté mon emploi et ça a été un passage très flippant, forcément. Et puis, du coup, j'ai créé mon entreprise pour développer mon premier jeu qui était Survive. Ça s'écrit Survive avec un 2 à la place du S, mais ça se prononce bien Survive. Qui était un top-down shooter. C'était un premier jeu qui était bien adapté au fait d'être un petit studio, parce que quand tu es seul au départ, il faut essayer de viser un jeu que tu pourras terminer à la fin pour le commercialiser. Et puis voilà, donc ensuite j'ai sorti Brutal Rage, un beat'em up, parce que c'était un de mes rêves de gamin de sortir un beat'em up, comme j'aime beaucoup la licence Street of Rage. Voilà, à un moment je me suis dit je veux faire le mien. Voilà, tout le monde aime cette licence, elle est géniale. Voilà. Et donc après, ensuite, je me suis lancé sur un plus gros projet parce que là, ça y est, j'avais réussi à avoir plus de confiance en moi, la confiance aussi des constructeurs, puisque entre-temps, j'ai eu les différentes consoles. Et puis, cette année, du coup, j'ai lancé Broken Mind, mon plus gros projet. Et donc, ce que tu as fait, c'est choisir les consoles, parce que c'est quand même une démarche assez particulière. Généralement, les développeurs se lancent sur Steam. Et toi, tu t'es développé sur le marché des consoles. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu as des liens avec justement En fait, si on remonte l'histoire du studio, quand je me suis lancé, je connaissais pas vraiment le marché. Je le connaissais en tant que joueur, donc je me suis lancé et la première chose que j'ai fait, c'est sortir Survive sur Steam. Je l'ai sorti à l'époque au tout début, c'est en 2017, je crois que je l'ai fait, et ça a été une catastrophe. Ah mince. Parce que le jeu était ce qu'il est aujourd'hui, mais sur PC, il a pas du tout trouvé son public. J'ai vraiment eu du mal
à convaincre le public des joueurs PC parce qu'ils étaient très exigeants sur le. Enfin, quand je suis arrivé avec mon jeu, moi, si tu veux, moi, ma logique à moi, c'est j'arrive, je fais des jeux qui sont terminés avec une idée. Et eux, ils sont arrivés. Quand je suis arrivé, que j'ai lancé le jeu, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, mais on voudrait que ce soit plus RPG, on veut ci, on veut ça, on veut ci. Et moi, je leur disais bah non, moi, j'arrive avec cette expérience, je veux un shooter action avec un peu de stratégie, mais je veux pas que ce soit vraiment un jeu de stratégie ni un RPG et autres. Et ça n'a pas vraiment plu. Il y a beaucoup de gens qui en fait faisaient le jeu et se faisaient rembourser parce que Steam autorise le remboursement en dessous de 2 heures. Ouch. Donc j'avais beaucoup ça et ça m'a un petit peu, ça m'a complètement un peu ralenti dans mon projet. Et entre-temps, comme moi j'ai toujours eu le rêve, à la base je suis pas du tout joueur PC, je suis joueur console, j'avais contacté tous les constructeurs. Et ils m'ont tous dit non au départ, à part Microsoft, qui lui a dit que le jeu l'intéressait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai continué. Je me suis dit, bon, on va essayer quand même d'en faire quelque chose. Et quand j'ai sorti Survive sur Xbox, il a eu une super réception. Enfin, ça s'est beaucoup mieux passé et c'est pour ça, quoi. Mais moi, à la base, déjà, de base, si tu veux, je pense que le truc vient du fait que je suis un joueur console. Je joue pas sur PC. Moi, j'ai toujours préféré avoir une manette en main et le confort d'une console où tu arrives, tu mets ton jeu, tu joues et puis voilà. Bah oui, c'est ça. Et si je peux justement en profiter, bah du coup, il y a pas mal de joueurs, à mon avis, qui doivent faire ça sur PC avec le système de remboursement Steam. Pensez quand même, voilà, si on peut lancer un message, pensez quand même que quand c'est un jeu à petit prix, que c'est un jeu indépendant, que vous, on va dire que vous ne fermez pas la porte à un jeu d'une grosse boîte qui n'en a rien à foutre, mais vous abîmez peut-être un projet sans le vouloir. Donc, réfléchissez à 2 fois avant d'utiliser ces pratiques parce qu'il y en a plein qui font ça, hein, qui dans les Xers finissent les petits jeux et puis voilà. Alors c'est une bonne mentalité d'économie, mais c'est stupide en fait. En vrai, au final, ça dépend. Si tu fais ça à un jeu EA, hein, on va pas se cacher que c'est pas grave, mais je veux dire, un joueur indépendant, c'est totalement différent. Moi, j'arrête pas de le dire sur ma chaîne à tous les niveaux. Il faut être conscient de ce qu'on consomme et conscient d'où on envoie notre argent. Donc, en ce qui concerne les jeux AD, c'est des pratiques qu'on peut pas accepter en fait. Moi, c'est quelque chose. Tu vois, c'est quelque chose que je peux comprendre si vraiment le jeu il sort, il est éclaté de bugs, forcément, tu vois, t'as mis de l'argent dans le jeu, tu dois avoir un minimum de qualité, mais je pense que si tu peux retrouver des let's play de la version PC de 2017, il n'y avait pas un bug, hein, parce que entre la version Xbox et la version Steam, la seule chose que j'ai fait, c'est faire la partie portage du jeu, et en même temps, j'en ai profité pour améliorer 2-3 choses par rapport au retour que j'avais eu, mais par contre, il n'y avait pas de bug, quoi, donc c'est un peu dur quand tu fournis du temps sur un jeu et que tu tombes sur ce genre de pratique. Il y a plein d'autres pratiques qui se passent sur Steam, comme le fait que des gens te demandent des clés pour tester le jeu et les vendent. Il y a des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment eu du mal, tu vois, à me. C'est vrai que le monde du PC, c'est une porte ouverte sur beaucoup, beaucoup de choses, en fait. C'est vrai. Ouais, et puis le piratage, il est instantané. Mon jeu, il est sorti 2 jours plus tard, il était piraté. 10 000 téléchargements piratés, c'était. C'est vrai que. On vit dans un monde maintenant où là tu développais justement la chose. On vient te demander des clés, justement. Moi, ça, c'est une démarche qui me dérange parce que quand on écoute les youtubeurs, des petites chaînes, des petits sites internet, justement, on veut avoir un avis objectif. Et pour moi, c'est difficile d'être objectif avec un jeu quand tu l'as pas payé. Et quand, justement, tu as le développeur qui te file la clé. En plus, si tu l'interviews, voilà, en termes de crédibilité, voilà, puisqu'après on va quand même parler de ton jeu. Effectivement, il y a des choses qui nous ont beaucoup plu, il y a des choses qui nous ont moins plu, mais on se sent plus libre d'en parler. Et puis je pense que toi, tu peux en parler aussi, parce que forcément, en développant tout ça seul. En développant tout un univers, l'aspect narratif, le moteur du jeu, les graphismes, la musique, même si je pense que tu as eu peut-être... Non, la musique, c'est mon seul jeu où je ne l'ai pas fait. En fait, pour l'histoire, j'avais fait une bande son complète. Et puis, au final, j'en étais pas... Enfin, elle faisait le job, mais elle était pas, elle avait pas cet effet waouh. Alors du coup, je me suis dit qu'il fallait passer par quelqu'un qui était vraiment... Donc, c'était le travail, ouais. Voilà, un vrai compositeur, parce que à un moment tu essayes d'enfiler toutes les casquettes parce que tu veux faire tout toi-même, et puis aussi parce que il y a un coût qui forcément s'alourdit. Mais à un moment, la musique, c'est vraiment le truc où je me suis vraiment dit bon, là par contre, ça c'est un truc, voilà, je sais pas faire, il faut savoir le reconnaître, et voilà, quoi. Mais t'as vraiment bien fait, parce que là, désolé. Voilà, c'est un gros plus. Ouais, t'as vraiment bien fait, parce que clairement. L'introduction, moi, je l'ai trouvé justement
toute belle en fait. On va générique. pas expliquer. Ouais, voilà, le générique de début, j'ai trouvé ça nickel chrome en fait. Ça passait Ouais. vraiment bien. Et Bah, tu vois, le justement, générique au début, il avait une autre musique, justement la mienne. Mmh. Et le fait, tu vois, que ça arrive juste après, la Emily qui disparaît et tout ça, Voilà. c'était bien lancé, mais la musique avait pas cet effet où vraiment tu te disais: «Ah enfin ça te Ouais, il voilà, se ça te passe faisait pas quoi? C'est frissonner, quoi». profond, voilà tout ça. Voilà, Ouais, et là, c'est il ça. fallait une musique qui arrive à aller chercher un petit peu, vu que c'est le thème général du jeu, une musique qui aille chercher un petit peu tout ce que le jeu représente, un peu angoissant, de l'émotion, enfin voilà, et ça je Oui, savais pas faire, quoi. il y a vraiment un beau travail derrière, ça s'entend en tout cas. Et donc justement Franchement. au niveau de tes inspirations, parce que ça fait partie, justement des choses que j'ai pu repérer quand j'ai pu jouer à ton jeu, il y a des fortes inspirations. Est-ce que tu as des jeux vidéo qui t'ont marqué? Alors dans ce genre-là, dans d'autres genres, hein, tu as parlé de Street of Rage. Bon là, effectivement, l'inspiration est tout autre, mais en tout cas, bon, je me suis mis dans le décor, on le voit pas trop, hein. On le voit pas trop, mais effectivement, j'ai repéré quelques inspirations. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, forcément, bah, les inspirations, que tu m'as présentées, forcément Silent Hill, Mmh. c'est une de mes je peux pas dire que c'est ma licence préférée parce que j'aime trop de jeux vidéo différents, mais Silent Hill, c'est une de mes licences préférées, clairement. Et a Ça priori, ça The Room, parce que là, on retrouve vraiment l'ambiance de The Room, claustrophobique, dans des couloirs, avec une personne qui est enfermée. Ouais, carrément, Et non, donc mais carrément, oui, donc c'est vrai. effectivement, et puis l'aspect psychologique du jeu. Alors moi, j'ai pas encore été très loin parce que j'ai fait le jeu juste avant la vidéo. Je pense que je viens de passer le prologue. Donc effectivement, j'ai déjà vu l'aspect technique, j'ai déjà vu l'ambiance. Est-ce que c'est un jeu, ça, que tu as apprécié particulièrement? ah oui, oui, bien sûr. Ah bah, tous les Silent Hill, vraiment, c'est une licence qui est chère dans mon cœur, pour plusieurs choses. Il va y avoir forcément sur la qualité des jeux, la qualité de l'écriture, toutes les idées et surtout, les thèmes, qui vont être abordés à l'intérieur. Il y a aussi, pour la petite histoire, moi j'avais adoré à l'époque quand j'étais gamin Silent Hill 1, Ah oui. Le premier, ouais. alors qu'à l'époque je me rappelle, mes potes me disaient qu'eux ils aimaient pas à cause de ce brouillard, et moi je trouvais ça génial justement cette contrainte technique, De ne pas qui voir. était voilà justement, et d'avoir utilisé une contrainte technique pour justement faire un côté du gameplay avec justement le brouillard. Un petit peu comme les portes dans Resident Evil qui chargent, Mmh. qui s'ouvrent, voilà, et moi ça c'est un truc enfin j'ai toujours aimé ça aussi, voir un petit peu l'envers du décor et voir comment les développeurs, arrivaient à contrer justement les contraintes techniques qu'avaient les consoles, et Silent Mmh. Hill, bah, c'est une licence qui, justement a toujours eu cet effet, pour moi qui quand ça C'était sortait sur plus les consoles, dans c'était l'inconnu, joli. Ouais, c'est ça. c'était joli, il y avait une ambiance et puis ils faisaient des choses, enfin, le système de lumière, là où à l'époque à Resident Evil 1, tu avais pas de lumière parce que c'était des plans fixes, là tu avais une lumière dans Silent Hill, qui rendait ça encore plus angoissant, enfin donc cette licence elle est hyper importante pour moi, ouais. Mais tu as mis le doigt sur un truc que moi j'aime beaucoup. En fait, surtout venant de dev, je trouve ça super cool. C'est-à-dire que je trouve que cette génération-là de jeux vidéo a eu un impact un peu plus particulier sur nous, parce qu'il y a une partie en fait des jeux, à cause des limitations techniques, qui forçaient notre imagination à combler les blancs. Et donc Ouais, du coup, j'ai parfois l'impression que ça a beaucoup plus d'impact qu'un jeu aujourd'hui, où, tout est photoréaliste, tout est magnifique, tout est beau, mais au final, il y a plus de place pour, la question, l'imagination. Il y en a encore qui arrivent à faire ça, les DA, voilà. Mais c'est clair que c'est quelque chose que je repère avant quand on me demande pourquoi est-ce que tu es plus attaché à une certaine génération de consoles que par exemple celle de maintenant. Bah, c'est ça, c'est le fait que notre imagination a comblé les limitations techniques. C'est vrai en fait, c'est vraiment vrai. Voilà. ça faisait partie, ouais, c'est ça, c'est qu'avant, c'était une étape qui faisait partie de ton jeu où, tu savais que tu avais des contraintes techniques. Tu commençais en sachant que tu pouvais pas faire tout et n'importe quoi, et du coup, il fallait trouver une solution pour l'expliquer. Du coup, tu intégrais ça dans ton game design, tu vois? Mmh. Et c'est ça, c'est là où j'ai trouvé que Silent Hill, le premier pour moi, il reste aussi très fort, même si mon préféré reste le 2. Le premier pour moi, il est très fort pour ça parce que, à l'époque, enfin, faire ce jeu où tu étais dans une espèce de open world, puisque à l'époque, tu pouvais te balader dans toute la ville, je trouvais ça très fort pour la PS1, en étant en Oui. 3D avec, à l'époque, c'était des graphismes,
top niveau qui décrochait la rétine, même si aujourd'hui on en rigole, mais à l'époque, moi je me rappelle trouver ça magnifique et voir les chiens m'attaquer en me disant: «Ah, qu'est-ce qu'ils sont bien faits, ils sont horribles». Ah, Donc on se souviendra toujours de l'introduction où tu pénètres dans cette espèce de ruelle, tu passes dans l'autre monde sans le savoir, ouais, et voilà, c'est ça. les trucs qui t'attaquent et tout, tu fais: «Mais c'est quoi ça?» Ouais, et puis tu vois, s'éclairer au briquet, c'était très fort, enfin je trouvais ça génial, quoi. L'aspect cinématographique aussi avec les Les changements de plan. caméras, ouais. Ouais, Alors les plans caméra. qu'on retrouve, alors on n'a pas des changements de plan, mais effectivement on a cet aspect cinématographique qu'on retrouve dans ton jeu, justement. Et donc tu nous as parlé de Silent Hill. Moi j'ai trouvé beaucoup de Resident Evil. Alors les Ouais. plans que tu nous as mis, les commodes, ça m'a tout de suite fait penser à Resident Evil, la tapisserie, les peintures, avec Les les indices dans les peintures. Qui ont Et une avec histoire, les peintures ont une histoire. les peintures ont une histoire, les peintures racontent une histoire, ouais. Mais Ouais. effectivement, il y a quand même beaucoup de références à ces pionniers. Ah mais complètement, parce qu'après, justement, en fait, au final, quand on est dans ce que j'appelle l'Upside Down, c'est les passages où on est dans l'autre monde. Ouais. Bah, ces passages-là, justement, ça se passe un petit peu, comme le manoir de Resident Evil 1 Ah où bah tu vas tiens. avoir, voilà, exact. Et bah, tu vois, tu vas avoir un petit peu tout ce côté-là et c'est clairement une inspiration parce que je trouve que c'est une des forces de la licence Resident Evil, c'est, tout le level design, ces choses-là, les énigmes, ça tourne autour de ça forcément, comme Oui, Silent c'est vrai. Hill, mais je trouve que les énigmes de Resident Evil ont un charme particulier et du coup, forcément, je me suis inspiré un petit peu de tout ça. Le Resident Evil 7 m'a aussi inspiré, puisque du coup, c'était un retour justement avec la caméra FPS. Ouais. L'inventaire, voilà, qui a accès directement à partir de Y en étant in-game. Voilà, ça, c'est des choses qui m'ont inspiré. Après, il y a aussi Même d'autres jeux si qui m'ont inspiré. Ouais, pardon? alors même si effectivement, alors, et ça c'est flatteur pour toi, je trouve que, le background de ton personnage principal est plus développé que celui de Resident Evil 7. Là, Ouais. C'est vrai effectivement, que Ouais, dans Resident Evil 7, tu sais pas grand-chose d'Ethan, ouais. bah, tu sais rien, tu sais rien de lui, alors que là, dès le départ, tu sais que c'est un inspecteur de police, Frank Morgan, et que Frank, il lui arrivait quelques bricoles, et que vu le monde dans lequel il évolue, on peut dire que psychologiquement, il y a un petit souci. moi, c'est Exactement, justement ouais. ça, quand j'ai commencé le jeu, je me suis posé la question vraiment, qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui ne l'était pas? Après, tu as la réponse assez vite, mais je trouve que ton scénario était assez bien ficelé et en plus, c'est un truc, ça c'est une histoire que je vois bien en film, en fait, tu vois? Ouais. C'est bien foutu et il faut que je te remercie parce que les casse-têtes, justement, un peu à la Resident Evil, ils sont un peu plus logiques que dans Resident Ouais. Evil et j'ai pas trop cherché avant de comprendre parce que c'était vraiment très logique, parce que vraiment, c'est ça, tu vois? Il y a des moments, il y a des jeux comme ça, il y a pas mal de jeux, tu vois, qui sortent indés avec des genres de simulateurs horreur, et cetera, où les casse-têtes sont parfois complètement perchés et ici, je les ai trouvés admirablement logiques. Voilà, Ouais. c'était, Bah, tu vois, c'est une des difficultés que j'ai eues, quand j'ai fait Broken Mind, c'est que c'est un survival horror, entre guillemets, même si c'est pas un jeu qui va chercher à faire peur. mmh. C'est un jeu qui est orienté action et qui va avoir une ambiance d'horreur, mais ce que je voulais faire, c'était des énigmes, vu qu'on n'est pas justement dans de la fantasy avec des monstres et autres, je voulais que ce soit des énigmes qui soient réalistes. C'est-à-dire que tu vas pas avoir à faire un jeu d'ombre comme dans, bah, Resident Evil 7 où Mmh. ce jeu d'ombre fait qu'une porte s'ouvre, ça a aucun sens. Non, non. C'est cool en termes de gameplay, mais derrière, c'est pas très très crédible et donc du coup, je voulais il y ait des énigmes, constamment pour pouvoir justement un petit peu faire réfléchir le joueur et bien observer l'environnement. Mais je voulais qu'elles restent toujours crédibles et réalistes et donc du coup, ça a été une difficulté justement de toujours trouver des énigmes sympas qui sont pas ennuyantes à faire, mais qui restent réalistes, quoi. Ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Tu as bien fait ça aussi. Aussi. Ah merci. Au niveau, donc par rapport aux questions qu'on a préparées, moi, il y a une question qui me vient, qui est pas forcément une qu'on a écrite. C'est, les points dont tu es le plus fier dans ton jeu et les points justement que tu aimerais améliorer dans ton prochain jeu. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais.
Bah, déjà, un des premiers points dont je suis assez content, c'est de l'avoir terminé Ouais. parce que parce que, je t'avoue que pendant le développement, il y a eu, beaucoup de moments où je me suis dit: «C'est pas possible, j'arriverai pas à le terminer ce jeu, c'est beaucoup trop gros pour un développeur seul». Donc, ça déjà, j'en suis content, mais, vraiment les parties, que j'aime le plus, c'est, la mise en scène, parce que c'était la Mmh. première fois que je faisais ça. Je suis très content de l'écriture, même si voilà, ça reste assez simple parce que j'ai eu beaucoup de difficultés dans l'écriture, mais je crois qu'il y a une question là-dessus, donc on y reviendra un moment. OK. Ça, c'est vraiment des choses, voilà, qui me font plaisir. C'est que l'univers a plu, ça veut dire que j'ai réussi à bien le raconter. Donc ça, j'en suis content. Les énigmes aussi, même si on me reproche qu'elles sont trop faciles. Le problème, c'est que, c'est un peu un choix qu'elles soient trop faciles parce que je voulais Mmh. justement pas, je trouve qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu une remarque qu'il y a sur le générale sur le jeu vidéo, mais on passe plus facilement à un autre jeu, Mmh. quand on est bloqué parce qu'il y a déjà beaucoup de jeux et du coup, je voulais pas avoir ce sentiment frustrant, pour les gens qui resteraient bloqués sur une énigme pendant 50 ans. Au bout d'un moment, des fois, tu te dis: «Bon, bah, voilà, Oui, c'est un tu petit n'as peu pas frustrant». étiré la vie du jeu avec du vide, c'est ça. Moi, je trouve que justement, le fait qu'elles soient logiques, les casse-têtes, justement, comme tu disais, par exemple, que des choses marchent bien en termes de gameplay, mais pas en logique, ben moi, j'ai un cerveau terriblement logique, et le problème, c'est que dans des jeux vidéo, la plupart du temps, quand les casse-têtes sont abracadabrantesques, eh bien, forcément, il y a des moments, ça me sort de l'histoire, en fait. Parce que je me Ouais, dis, oui, mais le mec, il a, enfin, tu vois, genre, dans Resident Evil, combien de fois, c'est un exemple, hein, même si ici il y a des portes qui sont fermées à clé, mais combien de fois est-ce qu'ils ont un pompe en main, il y a une porte bloquée, leur vie en dépend, et tu vois ce que je veux dire? Il ouais. y a un moment donné, voilà, mais tu vois, ici, j'ai retrouvé justement ce côté un peu logique sur les casse-têtes, où c'est vraiment, c'est des situations réalistes. Tu te dis que le mec dans l'urgence, il y a des moments dans le jeu, t'es dans l'urgence, tu vas pas te mettre à chercher la clé de trèfle qui te donnera le blason, que tu pourras mettre sur une cheminée, Ouais, tout à fait. et qu'en mettant le feu, voilà. Donc ça, franchement, moi je trouve que c'est un bon point. C'est quelque chose qui manque justement aux jeux vidéo. Regarde, on parlait de Resident Evil 7, mais dans le 7 et dans le 8, c'est vraiment, je trouve, les spécialistes par moment de casse-tête qui, enfin, oui, non, Ouais, ouais, tout à bref, fait. voilà, tu vois, le moment où Ethan se coupe la main pour aller se la recoller après, par exemple, qui lui sort complètement de l'histoire. Qu'est-ce qui- Ouais, voilà, Ouais, non, mais c'est tu vois, clair. voilà. Donc, du coup, voilà, voilà, pour moi, c'est plus une qualité. Si j'entends que tu dis que des gens te disent que c'est trop simple, parfois, je trouve que la logique, c'est pas un mal, en fait. Ça passe bien. Ouais, bah, moi, voilà et puis si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que je voulais réussir à garder un rythme dans le jeu. Parce que, enfin, c'est l'idée, tu vois? Les gens on va me dire que le jeu, il fait 2 heures et demie, mais j'ai pas voulu un petit peu, tu vois? Ça aurait été très facile de, par exemple, rallonger les parties upside down puisque vu que c'est Mmh. ça ni queue ni tête, tu pourrais rajouter des passages les uns derrière les autres qui ont aucun sens. Ça collerait, ça pourrait coller, Mmh. mais ça Mhm. casserait le rythme parce que moi, ce que je voulais vraiment faire, c'est des passages où tu as de l'action, une énigme, un peu plus d'histoire pour te remettre dans l'histoire pour pas que tu oublies pourquoi tu es en train de jouer et puis tu renouvelles ce rythme régulièrement en modifiant des choses pour que le joueur il reste, dans une sensation où il découvre constamment de nouvelles choses et du coup, c'est pour ça que les énigmes, il fallait pas qu'elles soient trop dures parce qu'il fallait qu'elles prennent autant de temps que les phases de combat et que tu restes Mhm. pas, pendant 30 ans, bloqué et puis après les combats pareil, je voulais pas en mettre trop parce que d'une dans le scénario, voilà, dans les upside down, ça peut s'expliquer, mais dans la partie scénario, vu que c'est, une bande, tu peux pas avoir non Oui, plus oui, oui, 50 c'est 000 ça, oui. personnes. C'est ça. Donc voilà, il fallait réussir à garder ce rythme. Ça a été compliqué parce que plusieurs fois, j'ai dû rajouter des scènes à certains endroits parce que, bah, ça n'allait pas dans le rythme. Des fois, il a fallu que j'en déplace, il a fallu que je réordonne aussi des fois des choses. Donc Mhm. ça a été un peu compliqué de garder ce rythme. Moi, j'en suis très content. Je trouve que, au final, il faut 2 heures et demie pour le finir. J'avais pas plus à raconter et du coup, le reste, ça aurait été de gratter de la durée de vie et ça, c'est un truc que je déteste quand je sens qu'un développeur quand je joue à un jeu et que je sens que le développeur me rajoute de la durée de vie, alors que c'est pas Ah oui. nécessaire. Je trouve ça plus frustrant encore. Merci pour ce message. Ouais, non, et puis sachant que je veux aussi rappeler, enfin moi qui ai fait Resident Evil à l'époque, c'est un jeu qui pouvait se terminer en 1 heure, hein. Donc, Ouais, donc ton jeu n'a pas à rougir par rapport à ces ténors du genre en termes de durée de vie, puisque effectivement, quand tu le connais, il peut être très rapide à faire. Et ça ouais, fait partie aussi du plaisir que tu peux éprouver à faire ce jeu, parce qu'il y a une partie rejouabilité.
Sachant que toi, tu as inclus plusieurs modes. Il y a même un mode sans combat, un mode uniquement axé sur la narration. Le mode narratif, ouais. Et c'est vrai que tu as capté, tu as réussi à capter l'attention des joueurs que nous sommes dès les premiers instants. Et j'espère que justement, hein, tous ceux qui vont nous regarder, tu vas réussir à leur capter leur attention également, et puis avoir de bons retours par rapport à ton jeu. Justement, moi, en fait, désolé, hein, c'est Non, juste vas-y. parce que je trouve que, justement, j'aimerais bien venir à la troisième question parce que c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, Allez. vas-y, allez-y, mais c'est parce que Ah non, mais je trouve vas-y. justement que quand tu t'es décidé à te lancer vraiment dedans, donc que tu as quitté ton travail, etc., je veux dire, est-ce que tu as tout changé dans ta vie au niveau parce qu'il y a les revenus, il y a la vie de tous les jours, etc. Tu vois, est-ce que tu savais où tu allais ou est-ce qu'au départ des 5 ans de développement, c'était très brouillon et au final tu t'es dit allez, je me lance et si ça passe ou ça casse, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que à quel moment tu t'es fait le déclic et comment est-ce que tu t'es assuré justement pendant 5 ans, sans rentrer dans les détails de ta vie privée, hein, mais Ouais. de dire ok, je prends ce risque-là, d'arrêter de travailler, c'est quand même un grand mot aujourd'hui de dire ça, tu vois. Comment ça s'est passé en fait? Forcément, déjà, ça a été une décision, mûrement réfléchie. C'est quelque chose, voilà, qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. J'avais fait des petits jeux sur téléphone que je faisais, qui avaient plu à mon entourage. Donc, je me disais: «Bon, voilà, j'arrive à faire des trucs sympas», mais ce qui me manquait toujours, c'était le temps parce que je faisais ça, quand j'étais chez moi, à la maison, après le boulot. Et je me disais: «Bon, enfin, si je pouvais y consacrer tout mon temps, je pourrais faire des trucs, je pense, chouettes». J'avais l'impression de connaître l'industrie du jeu vidéo puisque j'y jouais tous les jours et en fait, une des difficultés que j'ai rencontrées, hormis, toutes les difficultés quand tu décides à quitter ton entreprise et enfin à quitter, ouais, ton entreprise et à monter la tienne, c'est déjà de trouver comment, avoir des revenus. Donc nous en France, on a un système qui s'appelle l'ACRE qui permet, quand tu quittes ton emploi, et que tu crées une entreprise, de bénéficier en fait de tes allocations chômage pendant la durée, prévue, mais cette fois-ci en étant créateur d'entreprise. Donc Mmh. ça a été ma première sécurité, même si j'avais une épée au-dessus de la tête qui me disait: «Bon, bah, voilà, tu as 2 ans pour sortir quelque Mmh. chose et pour être rentable, quoi». Donc Ouais, c'est chaud. ça me pa ouais, c'était assez chaud, mais je me disais que c'était possible parce que je me disais, avant je créais mes jeux sur mon temps libre et là je vais être à 100 dessus, donc il y a moyen que d'y arriver. Donc voilà, ça a été le premier point. Le deuxième point, ça a été que, finalement, tu vois, tu lis beaucoup de choses, sur internet quand tu te dis: «Monter son studio», tu tapes ça dans Google et bah, tu vas avoir plein de réponses, différentes. Tu as aussi beaucoup de développeurs qui sont un peu, alors je sais pas comment dire ça, des développeurs un peu flambeurs, qui Mmh. vont, te dire, «Ah bah ouais, mais moi je gagne tant», tu vois? Qui te donnent l'impression que ça va être presque facile. En fait, au final, quand tu te lances, tu t'aperçois que c'est très, très loin d'être facile, que, lancer un jeu en 2019, c'est pas pareil qu'en 2022. Ça bouge Ouais, c'est très, très clair. vite. Voilà. Et puis, au final, moi, tu vois, je voulais, lancer des jeux sur console, c'était mon rêve et mon objectif au départ. Je me suis dit que c'est comme ça que je me différencierais des autres, Mmh. petits studios. Je me suis dit: «Moi, ce que je veux, c'est un jour avoir mon jeu sur une console à côté d'un Call of Duty, d'à côté des plus gros jeux. Je veux qu'il y ait mon petit jeu à moi». Et quand tu contactes les constructeurs, tu t'aperçois que c'est pas comme lancer un jeu sur Steam, ça n'a vraiment rien à voir, c'est un autre process, là tu rentres dans vraiment, là tu deviens vraiment un studio professionnel. Même si tu es tout seul, tu vas devoir être aussi pro que les autres. Et donc Ouais. c'est pour ça que mon studio aussi, ça a été, un studio qui a d'abord lancé sur Xbox, première console qui a cru en moi. Ensuite, après, j'ai, réussi à décrocher la Switch quand j'ai lancé Brutal Rage parce qu'ils ont dit: «Bon, bah, ça y est», je pense qu'ils se sont dit: «Le gars, il est sérieux, il a déjà lancé des jeux, donc ça vaut le coup de le faire intégrer notre programme». Et puis ensuite, après, PlayStation qui a été le dernier à me suivre. Mmh. Et puis, voilà, donc tu vois, ça se fait au fur et à mesure, c'est un long travail, en plus, moi, tu vois, je suis, éditeur également, en fait. C'est ça qui fait la grosse différence entre moi et beaucoup d'indés. C'est que tu vas voir beaucoup de gens qui font des jeux, même qui les font seuls, mais qui derrière, à la fin, passent par un éditeur. C'est Mmh. lui qui va être en charge de porter le jeu et puis, de faire la communication. Moi, je fais vraiment tout moi-même, donc je suis un développeur et éditeur. Donc ça m'a rajouté beaucoup de difficultés dans mon projet.
C'est une charge de travail de fou, hein. Ouais, carrément. Là, ça a d'ailleurs été une des parties les plus dures, j'ai trouvé, sur Broken Mind. Ça a été la première fois que j'ai voulu lancer un jeu, tu vois, sur toutes les consoles le même jour. Et donc du coup, ça veut dire que j'ai dû faire les certifications pour toutes les consoles, en Les même 3. temps, voilà, les 3 consoles. Enfin, et puis, tu vois, tu dis les 3 consoles, mais il faut les tester sur toutes les versions. Donc quand tu sors un jeu sur Xbox, tu dois le tester sur une Xbox Fat, une Xbox Series, une Xbox One S, une Xbox One X. Donc tu vois, tu testes un petit peu pour voir si partout le jeu tourne bien. Ah là là, c'est constructeur avec 36 consoles. Parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir eu des teams qui ne réussissaient pas ça. Ouais, mais c'est une vraie galère, hein. Réussi seul, quoi. Et ça, c'est vraiment une grande réussite. Enfin, Bah, moi, je pense que tu vois, ce qui m'a aidé, c'est que justement, vu que j'ai commencé d'abord à faire ça sur Xbox, j'ai appris à bien maîtriser cette machine. Ensuite, après, j'ai fait mes 2 premiers jeux sur la Switch. Donc pareil, ça m'a donné le temps. J'ai pris le temps de le faire un par un. Ça aurait pas été possible de faire tout en même temps et d'apprendre en même temps parce que la dernière console que j'ai eu à maîtriser, c'est la PlayStation. Et dans le cas de Broken Mind, elle m'a donné beaucoup de fil à retordre. C'est vrai, Ah, donc j'ai il eu beaucoup de mal. y avait des vraies différences en fait d'une plateforme à l'autre. On y reviendra plus tard, mais il y avait vraiment des différences. Ouais, mais clairement, en fait, quand, bah, déjà, tu vas voir toute la partie légale, la partie, si tu veux, il y a des guidelines, c'est-à-dire que le constructeur donne, à peu près, 150 règles, qui expliquent comment le jeu doit se comporter, quand il se passe, tel truc, et toi, tu dois t'y plier pour que ça respecte bien la charte qualité. Et puis ensuite, après, tu vas voir ce qui se passe dans ton jeu qui agit différemment selon les consoles. Et la PlayStation, par exemple, tu vois, elle a une manière, de gérer la partie graphique. Sa carte graphique se gère différemment et donc du coup, j'avais des textures qui disparaissaient, qui, swappaient, j'avais, des personnages qui voulaient plus apparaître, c'était, Oui, tu as quasiment dû et recoder le jeu par plateforme en fait. bah, par plateforme, j'ai un même code, mais tu vois, dans le code de mon jeu, et bah, j'ai des comportements du code qui va s'adapter à la plateforme, qu'il y a. Donc quand je mets le nez dans ma console et que, tu vois, je dois faire un patch ou quelque chose, il faut vraiment que je fasse bien attention à pas toucher à Oui, n'importe quoi. c'est ça, à pas faire de bêtises. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est fou ça. Mais c'est super intéressant, tu vois, parce que c'est un truc, nous en tant que joueurs, comme tu le dis, on n'y pense pas. On joue aux jeux vidéo, on pense connaître en fait tout cet univers-là, mais en vérité, on a les produits finis en main. Et, Ouais, moi, tu sais, je vois beaucoup de gens qui disent justement: «Oh bah, ça va, enfin, les gars, je comprends pas, ils le font tourner comme ça et sur telle console ça tourne pas», mais je pense que c'est on se rend pas compte vraiment en tant que joueur. Enfin, c'est impossible. En même temps, c'est impossible de se rendre compte parce qu'il faudrait avoir le nez dedans, mais on a en tant que développeur, on a quand même une certaine pression de la part de l'éditeur, enfin du constructeur, pour, obtenir un certain niveau de qualité. Et les constructeurs, il faut savoir que pour la partie bug, eux, ce qui les intéresse, c'est que ton jeu, il tourne sur la console. Après, derrière, ils rentrent pas vraiment dans le jeu pour vérifier que ça bug pas. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est juste, vérifier les bugs bloquants et puis vérifier, par exemple, qu'un trophée, un succès, ça se débloque bien et que ça fait bien, ce qui doit être fait dans les guidelines. Mais la partie gameplay, ils y touchent pas. Donc et tu vois, ça demande aussi beaucoup de temps de tester sur toutes les consoles. Parce que moi, tu vois, je teste mon jeu sur Xbox, je le refais, j'essaye de faire un peu n'importe quoi dans mon jeu pour faire un petit peu des crash tests. Après, je dois faire la même chose sur la Switch, la même chose sur la PlayStation. Et comme je suis tout seul à le faire, ça demande beaucoup de temps aussi. ouais, ça fait un paquet de consoles. Ça fait combien de consoles ça en tout? Série, donc SX, One X, One Fat. On a PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Switch. C'est bien ça? Ça fait 7. Switch Lite aussi, ouais. Ah, Switch, ah ouais, Parce que la Switch Lite, elle se comporte différemment d'une Switch. c'est vrai? Ouais. Bah, tu vas voir en fait le fait que, par exemple, tu vois, quand ta manette se déconnecte, sur une Switch, sur la Switch, tu peux passer en mode, par exemple, tu peux jouer à Broken Mind avec ton écran devant toi et tenir tes manettes dans les mains. Sur la Switch Lite, vu que tu peux pas décrocher les manettes, dans ce cas-là, il faut le changer. Ah ouais. Et ça, c'est des petites choses, tu vois, mais c'est spécifique à cette console et du coup, il faut le prévoir, quoi. Oui, il faut y penser. C'est fou. Ouais. Et donc pour toi, pour revenir à ces vendeurs de jeux vidéo, puisque on est sur, on parle de l'industrie, tu disais que tu étais plus soutenu par Xbox. Tu as l'impression que Xbox défend plus les indépendants que les autres? Alors, je veux Non, pas non, du non. tout faire une guerre console ou quoi, hein, Non, non, on n'est mais pas. Franchement, C'est intéressant. pour te rassurer, on joue. Enfin, moi, je pense que Serial, c'est la même chose. On joue à des jeux
avant de jouer à des consoles. Donc il n'y a Non, pas de mais problème. moi, c'est complètement pareil, hein, ça, c'est pas un souci. Mais moi, en fait, c'est plutôt mon histoire, elle est plus écrite avec Microsoft, parce que, comme je le disais au tout départ, quand j'ai contacté tous les constructeurs, ils n'ont pas du tout cru en mon projet. Soit ils n'ont pas aimé Survive, soit ça leur faisait peur de se dire un développeur tout seul. Et le seul qui a dit oui, c'était à l'époque Xbox et qui m'a intégré dans le programme ID at Xbox. Donc si vous Ah oui, connaissez, je sais pas si si, vous je connaissez, connais. mais c'est un programme qui a été lancé en 2014 pour permettre aux développeurs de simplifier le processus de lancer un jeu chez eux. Et après, derrière, ils t'accompagnent aussi de plusieurs manières. Ils vont t'accompagner, du coup, en facilitant des processus, en te prêtant des kits de développement, et puis ensuite, ils t'aident quand tu sors ton jeu. Et du coup, même si aujourd'hui, maintenant, ça y est, tous les constructeurs me suivent et m'aident à sortir mes jeux, je trouve que ça reste quand même Microsoft qui met le plus en avant les développeurs indépendants, parce que quand tu vois déjà Broken Mind, quand il est sorti, ID at Xbox a lancé le trailer sur leur chaîne à eux. Ils te mettent en avant aussi sur le store, parce que c'est là où c'est hyper important d'être visible. Moi, si tu vas dans à l'époque, tu vois, avant le lancement, si tu allais dans les jeux à venir, tu trouvais Broken Mind et tu pouvais le précommander. Il était mis en avant à côté des autres. Moi, je l'ai pris Et quoi. ouais, voilà, tu vois, et ça, c'était important, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ça fait 2 semaines que je le vois sur le store, et puis finalement, à force de regarder la bande-annonce, j'ai craqué. Et ça, tu vois, c'est hyper important. Et c'est quelque chose que fait vraiment bien Microsoft. Ils te proposent aussi de faire des précommandes, donc ça te permet d'être visible et puis d'être achetable pour ceux qui veulent le faire. Alors que tu vas pas retrouver ça chez PlayStation, les précommandes. Je peux pas tout dire parce que j'ai des contrats au-dessus de la tête, mais les précommandes, ça se passe très différemment, et c'est moins à l'avantage de petits développeurs comme moi. Donc si tu veux, voilà, pour faire assez simple, Microsoft considère beaucoup plus facilement les petits développeurs que d'autres constructeurs, quoi. C'est peut-être avec l'expérience Microsoft, avec l'expérience PC, où l'AD est beaucoup plus présent. Et c'est un tremplin, mais il n'y a pas de contrepartie par rapport à ce tremplin. Il n'y a aucune contrepartie. Non, 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 vraiment, moi, c'est là où j'ai été hyper surpris et puis heureux. C'est Mais tant que mieux, oui. quand je me suis lancé en 2019, je suis arrivé, je me suis dit: «Oh là là, des kits de développement, ça va coûter une fortune». Et comme j'avais intégré le programme ID at Xbox, les kits de développement, ils ont été prêtés dans mon cas. J'ai pu négocier avec eux, ils me les ont prêtés. Donc tu as pas de frais de kit de développement, sachant qu'un kit de développement, ça peut être plusieurs milliers d'euros. Ça peut être plusieurs milliers d'euros. Donc ça, tu vois, c'est un premier vrai coup de pouce. Et puis après, derrière, moi, quand je me suis lancé, il faut savoir que je suis un autodidacte. Comme je l'expliquais au départ, voilà, je suis un autodidacte. Et donc du coup, quand je me suis retrouvé avec des kits de développement devant moi, je me suis dit: «Super, mais comment on fait, quoi?» Ah ouais. Ah bah Il y oui. avait plein de choses que je savais pas faire, quand j'arrivais même pas à faire tourner mon jeu correctement dessus. Il y avait des choses qui n'allaient pas, et donc du coup là, je me suis dit: «Bon, je vais paraître pour un idiot, mais je vais leur envoyer un mail et leur dire qu'il y a des trucs que j'arrive pas à faire». Et sans aucun souci, ils m'ont répondu, ils m'ont guidé, et ils nous ont permis de sortir mon jeu. Mais Et c'est une très maintenant, bonne manière commerciale de marcher. Je trouve que c'est vraiment bien. Parce que tu vois. ouais, mais en plus, je trouve que, excuse-moi, je te coupe, Non, vas-y, vas-y, juste pour vas-y. finir, parce que sinon après je vais oublier ce que je voulais dire. Désolé, désolé. Mais ce qui est hyper important, c'est que je trouve que Microsoft, on voit qu'ils ont compris, qu'ils ont pris conscience que le jeu vidéo indépendant, c'était important pour un constructeur. Et j'ai un peu cette sensation-là, moi, en tant que développeur. Alors du coup, des joueurs vont dire: «Je suis pas d'accord, moi j'adore PlayStation» ou autre. Heu, Ils ne le prennent pas forcément dans le sens où, vu qu'on n'arrive pas à sortir forcément beaucoup de triple A, en attendant, c'est bien d'avoir les indés. Et tu vois, les indépendants, c'est pas juste une béquille chez eux, c'est vraiment un état d'esprit. Non, mais c'est Et une vérité, c'est c'est une agréable. vérité. Parce que depuis, moi, c'est simple. Au départ, je suis un joueur très console. Je suis passé au PC gaming, en fait, de manière un petit peu, tu sais, c'est un petit peu mon accompagnant de stream, mais je joue quand même à des consoles. Et c'est vrai que au départ, c'est par la 3.6 que je commence à connaître le marché indé, que je commence à connaître cette partie-là du jeu vidéo. Et c'est vrai que j'ai toujours eu pléthore de jeux indés, et j'ai souvent plus joué à des jeux indés sur mes Xbox qu'à des AAA. Ma Xbox, c'est rempli de jeux indés. Et donc, cette mise en avant-là, même en jouant, tu la constates de toute manière. C'est Ouais. une vraie mise en avant.
est-ce qu'il y a des décisions derrière, etc. J'en sais rien, mais c'est très agréable pour le marché indé. C'est comme je dis, tu vois, dans les débats, souvent les gens me demandent pourquoi j'ai plus facile de jouer à ma Xbox, etc. Mais c'est parce que souvent, il y a pas mal de petits jeux qui sont plus mis en avant. Ils sont peut-être aussi sur le store PlayStation de l'autre côté, hein, mais c'est juste que j'ai plus facile de les voir en précommande, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, sur le store. Plus facile, je sais pas, il y a une sorte de. C'est plus fluide chez eux au niveau de l'indé, tout simplement. Ça se voit, quoi. Bah, de toute façon, enfin, je sais pas si vous avez entendu un peu parler de cette histoire, mais l'année dernière, il y a eu un gros mouvement au niveau des développeurs indés qui se sont plaints des conditions avec PlayStation. Oui, oui. Voilà, ça a fait pas mal de bruit. Moi, je rejoins pas mal de monde. Je trouve que le problème, c'est que aller chez PlayStation, c'est assez compliqué parce que, bah, pour moi, dans mon cas, ils ont un peu plus de mal à s'adapter aux petites structures. Et donc du coup, ça a rendu pour moi les choses plus compliquées et je trouve qu'aujourd'hui, ils ont pas encore trouvé, comment bien travailler avec les indépendants. Je pense qu'ils ont une vraie volonté de le faire et donc du coup, c'est agréable et c'est pour ça aussi que je travaille avec eux parce que, moi, l'objectif, c'est de travailler avec des gens qui ont envie de m'aider aussi. Mmh. Mais aujourd'hui, je trouve qu'ils ont encore du travail à faire là-dessus et c'est un peu aussi la même chose sur la Nintendo Switch parce que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent sur Switch indépendants, mais peut-être un peu trop et donc du coup, quand tu vois, par exemple, que tu peux acheter une vision nocturne, ou une calculatrice sur le store de la Nintendo Switch, je me Oui, dis en fait, qu'il il y a genre faudrait une peut-être qu'ils masse. fassent un filtre, tu C'est ça, vois? il y a une masse de contenu en fait entre la timidité, on va dire, du système PS et la masse du système Switch. Il y a un équilibre peut-être qu'ils doivent apprendre à prendre Ouais, tout il y a un simplement. équilibre et tu vois qui est mieux maîtrisé chez Xbox, je trouve et c'est pour Voilà. ça que j'écris plus mon histoire, plus facilement avec eux parce que, bah, derrière, c'est pas forcément en tant que joueur parce que vraiment en tant que joueur, je joue à toutes les consoles, je les ai toutes et je les aurai toutes. Mais ce que je veux, c'est surtout voilà, enfin, c'est que derrière en tant que professionnel, il y a une facilité à travailler avec eux, quoi. Et justement, du coup, ben, j'ai envie de rebondir en fait sur la question suivante, qui parlait justement du développement, parce qu'on a, en fait, finalement, on est un peu rentré dedans avec le matériel que tu as utilisé, que tu as eu de base, tu vois. Est-ce que tu as eu des limites à ce que tu voulais faire par le matériel, de ton matériel que tu avais à toi et l'équipe de développement? Est-ce que tu as dû, toi, te fournir et faire évoluer ton matériel, par exemple? Comment tu as évolué pendant ces 5 années-là, à ce niveau-là? Bah, au départ, bon, j'avais un PC, qui était pas forcément une bête de course, mais ça m'allait bien parce que je faisais des jeux au départ en 2D, Survival Brutal Rush et des jeux 2D. Mhm. Quand j'ai commencé à travailler sur Broken Mine, j'ai changé de PC pour pouvoir prendre quelque chose d'un peu plus costaud parce que, maintenant la next gen arrive, il va falloir aussi un peu pousser, les curseurs sur les graphismes et les détails et autres. Mais je me suis quand même forcément limité puisque je voulais aussi faire une version Switch et Mhm. quand tu travailles sur une version Switch, tu peux pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment bien optimiser ton jeu. Parce que la Switch, on dit toujours, elle est pas puissante. Oui, si tu la compares aux autres consoles, mais elle est quand même hyper puissante par rapport à la taille qu'elle propose. Mhm. Et Oui, moi, c'est vrai. je trouve que voilà, il faut juste bien se pencher dessus. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de faire tourner mon jeu comme je le voulais sur la Switch. Là, aujourd'hui, il tourne à 30 images secondes 1080p. C'est déjà C'était ce bien que sur je une voulais. portable, c'est nickel. Ouais, et ça, tu vas l'avoir en portable et en télé. C'était vraiment ce que je voulais. Mhm. Par contre, j'ai dû faire quelques sacrifices, dans ma programmation et puis, sur, certains choix, notamment, la distance d'affichage va être la même, mais par exemple, le cel shading va s'activer peut-être un peu plus tôt. On va peut-être un petit peu plus voir certaines choses, mais, je voulais vraiment, faire une version Switch, qui soit vraiment propre. Voilà, je voulais pas faire ce développeur, tu sais, qui sort une version Switch, complètement dégueulasse, histoire de se dire: «Bon, bah, au moins comme ça j'ai des joueurs en plus», mais Mhm. je voulais vraiment que la version Switch, elle soit, Mais classe, bien ça, c'est finie. tout à ton honneur. Je trouve ça, c'est nickel parce que justement, tu laisses personne derrière, on va dire ça comme ça, tu vois. T'as pas non plus. Ça se voit, en fait, justement, c'est dans ça que j'aime bien l'AD, c'est que les développeurs AD, vous êtes vraiment des foutus passionnés et vous savez que votre produit fini, il doit vous plaire avant en tant que gamer. Et ça se sent, en fait, ça se ressent. Et puis d'autant plus que toi, tu vends ton jeu, tu communiques sur ton jeu, tu es obligé de le faire sur chaque plateforme plusieurs fois. Une question qu'on n'a pas posée, c'est est-ce que tu suis encore ton jeu? Est-ce que tu envisages des petits trucs, des petits add-ons, des modes en plus, une histoire parallèle en plus? Enfin,
Alors, pour le côté, ajout de contenu en termes d'histoire ou autre, non, ça je le fais pas parce que j'ai pas autre chose à raconter sur, l'histoire de Frank Morgan, et puis, j'ai pas envie de rajouter un mode qui aurait ni queue ni tête pour juste rajouter un mode. Donc je pense que sur la partie contenu, j'en ai fini avec Broken Mind, en tout cas pour Broken Mind 1. Ah, Par Ah, contre, voilà, pour Broken Mind 1, c'est sûr que voilà, il y aura plus de nouveaux contenus. Par contre, actuellement, là, je suis en train de travailler sur une nouvelle mise à jour parce que justement, le jeu est sorti le 21 juin. J'ai déjà eu, tous les retours de la presse, les retours des joueurs. J'ai vu, des streamers qui jouaient et j'ai pu, voir, des petites choses qui n'allaient pas, des petites choses qu'il fallait régler. Et donc ça, je suis déjà en train de travailler sur une mise à jour, ouais, pour améliorer, tout ce que j'ai. J'ai publié sur Twitter pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un tweet où justement j'ai dit les changements sur lesquels je suis en train de travailler. Comme ça, mhm. si les gens ont des idées, que j'ai pas eues, ils peuvent me les soumettre, et ça peut faire partie de la mise à jour, ouais. Mais ça c'est là, c'est sûr que derrière, voilà, de toute façon, quand tu sors un jeu, même si tu l'as fait tester un maximum en interne, tu as eu les retours de la presse parce que quand j'ai envoyé mes premières clés à la presse, j'avais déjà eu quelques petits retours des journalistes qui me disaient: «Ah, j'ai eu ça» ou «Ah, j'ai eu un peu de mal à trouver ça», donc j'avais déjà fait un patch avant la sortie pour les joueurs. Malgré ça, maintenant qu'il a été mis dans les mains des différents joueurs, des experts, d'autres qui sont, plus, casual, bah, là, du coup, j'ai pu voir qu'il y a des trucs qui marchaient pas, des trucs qu'il fallait améliorer, Mhm. des petites choses et donc du coup, c'est déjà en cours, ouais. Justement, je peux juste rebondir vite fait. J'ai une question. Est-ce que ça te coûte à toi de l'argent ou quelque chose de faire une mise à jour sur ton jeu, par exemple? Est-ce qu'il y a des Non. stores qui te bloquent ou quoi? Que tu as Non, une non, non, limite ça te demande beaucoup de temps parce qu'en fait, quand tu fais une mise à jour, bon, bah, tu vas avoir tout le travail à faire, mais ça te demande, du temps parce qu'après derrière, chaque, mise à jour repasse des certifications. Ah oui. Chez certains constructeurs, ça va très vite, ça peut aller vite sur PlayStation et Microsoft. Chez Nintendo, c'est très long. Heu donc voilà, c'est plus du temps et donc du coup, tu vas plus, tu vas pas pouvoir bosser sur autre chose ou avancer ailleurs. Mm. Tu vas devoir, consacrer beaucoup de temps sur la mise à jour, mais c'est nécessaire parce que, je pense que déjà aujourd'hui les joueurs ils attendent, d'être écoutés. Aujourd'hui, j'ai l'avantage, de pouvoir parler avec les joueurs et quand on me fait un retour, je peux pas simplement l'ignorer et puis j'ai pas envie de l'ignorer. J'ai envie voilà de faire des joueurs qui sont contents donc c'est une étape qui est cruciale donc de toute façon je le savais, hein, tous mes jeux ont reçu des mises à jour après lancement. Mm. Ça a toujours été le cas, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens qui lancent mes anciens jeux n'ont pas de soucis, et généralement le game design il est amélioré. Après je peux pas refaire tout le jeu, il y a des choses que je me dis que j'aurais aimé corriger, mais ça nécessitait de refaire tout le jeu. Au final, c'est des mauvais choix dès le départ. Mais ça, Là c'est de pour l'apprentissage. Ouais, C'est c'est ça. clairement. Je pense que le Tony, qui s'est lancé et le Tony d'aujourd'hui sont 2 personnes totalement différentes. Il y a beaucoup de choses qui m'ont forgé et les lancements, j'ai appris beaucoup, en cours de route et je développe plus mes jeux de la même manière. Bah, c'est marrant parce que ça passe directement à la question suivante, qui était juste là, justement, y a-t-il des... Bah oui, c'est vrai, mais c'est vrai en plus. Y a-t-il eu des périodes de doute? Ta famille, c'était sûrement une source de force dans ces cas-là. Et justement, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner, où tu t'es dit, purée, j'y arriverai pas, et tout ça, et où des gens t'ont mis des petits coups de pied aux fesses pour que tu continues? Est-ce que c'est arrivé ça? Ouais, clairement, c'est une expérience qui est incroyable de se lancer là-dedans, tu vois? D'essayer de vivre de ta passion parce que tu es forcément passionné par ce que tu fais, mais derrière, du coup, les choses t'atteignent aussi plus. Ne pas y arriver alors que tu te dis: «J'ai tout donné, je me suis lancé à fond, j'ai le soutien des gens». Tu as aussi cette pression-là, tu envie de réussir pour toi, mais aussi pour les autres qui croient en toi. J'ai eu forcément des moments de doute. Déjà, quand j'expliquais au début, que le jeu n'a pas marché sur Steam, forcément, j'ai eu un gros moment à vide, Ouais. ça a été dur de rebondir. Là, je remercierai jamais assez ma femme, qui m'a vraiment soutenu dans ce moment-là et qui croyait à fond en Too Bad Game. Donc Non, mais... elle m'a boosté, elle m'a poussé à contacter Microsoft et à aller plus loin. Donc forcément. Mm. La famille, elle est importante aussi, même si au départ, c'était pas facile quand je me suis lancé parce que, ma mère n'a jamais été une gameuse et quand je lui ai dit que je me lançais à faire des jeux, c'est plus une génération qui aime la sécurité et du coup, c'était un choix difficile à comprendre pour elle
Mais au final, je suis content que le temps m'ait un peu permis de la convaincre que ça valait le Oui, coup. le temps t'a donné raison. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis après, j'ai eu pas mal de doutes pendant le développement de Broken Mind. Ça a été un jeu, je l'ai beaucoup dit, mais ça a été un jeu qui a été titanesque à faire. Mmh. Heu, enfin, ça a été un jeu au départ qui était prévu en pixel art, qui devait être une petite expérience, puis finalement j'ai décidé de l'agrandir, d'en faire un jeu encore plus gros. Au final, il a fallu prendre la décision de rallonger son temps de développement et donc du coup de risquer encore plus d'être moins rentable parce que, bah, quand tu reprends une année, de développement, tu te dis: «Il la faut pour pas sortir un mauvais jeu», mais ça veut dire qu'aussi les revenus, ça va être plus compliqué pendant un an. Hem Oui, et ça ouais. c'est Et pour l'instant alors, les retours, est-ce que tu as des bons retours? Est-ce que tu es encore en période de doute? Ou est-ce Bah, que force c'est non, parce non, que j'ai des très bons retours. Franchement, ce qui est vraiment cool, c'est que, j'ai des bons retours au niveau de la presse. Donc déjà, c'est bien, c'est que les gens qui ont l'habitude de voir des jeux toute la journée, l'aiment bien. Je crois qu'il a une note en moyenne avec tous les retours que j'ai eus qui est de 7,5/10. ce Donc qui c'est est plutôt bien? une bonne note, voilà. Je suis assez satisfait de ça. Mais là où je suis super satisfait, c'est au niveau des joueurs, parce que je dis toujours la presse, bah, le truc c'est que la clé elle a pas été payée donc c'est plus facile pour eux, c'est exactement ce que tu disais au départ, c'est plus facile pour eux d'être gentils, alors que les joueurs ils ont mis les 10 € dedans Mmh. et eux ils attendent un résultat et ils veulent pas forcément, entendre, ils sont pas forcément, passionnés de jeux indépendants et de développement et du coup ils vont être un petit peu plus durs actuellement le jeu il est noté, si tu prends sur la Xbox, tu vas dans le store, il est noté 4,8, sur 5 par ouais, ouais. 35 joueurs. Donc, C'est en une semaine, j'ai réussi à avoir, des retours, hyper positifs. Sur la PlayStation, j'ai eu une dizaine de notes, il est noté 5 étoiles sur 5. Donc enfin C'est vraiment, nickel. c'est incroyable et puis, tous les joueurs que je rencontre avec qui j'échange, forcément, il y a toujours des retours, des petites choses à améliorer et ça, je l'entends clairement, hein, il faut, j'ai pas fait le jeu parfait et je le ferai jamais, mais j'essaierai toujours de le faire. Mais, j'ai des retours qui à chaque fois sont, hyper positif et ça fait plaisir, d'avoir vraiment, des retours qui sont positifs, surtout sur les points sur lesquels ils sont positifs. Parce qu'on a toujours, mes premiers jeux, ont toujours eu des scénarios et des histoires qui sont un peu clichés années 80, Mmh. inspiration de films de cette époque-là. Parce que, je j'avais pas vraiment osé, me dire: «Je vais essayer d'écrire un truc sérieux» parce que, j'avais peur, des retours et là, voir que Broken Mind, c'est un de ses points forts, c'est vraiment quelque chose qui me Mmh. fait vraiment plaisir, ouais. Ah, c'est son Bah, point, c'est son vas-y, vas-y. heu a priori là, d'après mes premiers ressentis, c'est vraiment ce qui capte le joueur et ce qui permet parce qu'on est dans une génération où on zappe énormément, hein, surtout avec les Game Pass et compagnie. On en parlera après, mais Ouais. effectivement, on est dans une, tu le disais en 2022, on a pris des habitudes de consommation, des habitudes où on essaye un jeu et s'il nous plaît pas, bah, comme on l'a pas payé et ben, on passe au suivant. Donc là, Ouais. effectivement, tu arrives à capter l'attention du joueur, tu arrives à faire en sorte qu'avec, bah, justement la narration que tu mets en place, on passe outre l'aspect technique parce que l'aspect technique, c'est, Il peut être rebutant, ouais. Il y peut a être certaines personnes qui frustrant, hein, vont pas aimer, ouais. un nouveau joueur, hein, pour les nouveaux joueurs qui sont habitués au triple A, bah, forcément, voilà, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas Uncharted, hein. Vous n'aurez pas non plus le dernier Resident Evil, mais vous aurez un jeu qui sera profond, un jeu qui sort des tripes, Mmh. et un jeu qui prend vraiment aux tripes là, je l'ai acheté il y a 1 heure, je l'ai arrêté juste avant qu'on ne parle. D'accord, OK. Ça, c'est Voilà. mais justement, moi, je trouve que pour revenir à ça, je trouve que justement, tu vois, je connais énormément de gens, tu vois, qui sont enfermés dans leur boulot, qui ont des projets, mais ils attendent toujours la bonne situation pour se lancer et ils n'y arrivent jamais. Je connais d'autres gens qui se sont lancés et cetera et puis je te parle à toi aussi et sans te connaître forcément, mais je dis ce qui est cool, je trouve, dans ton message à toi, c'est que c'est possible, tu vois? Évidemment, il y a plein de gens qui vont arrêter, leur boulot ou qui vont arrêter leur train-train pour essayer de faire quelque chose de différent et ils vont se planter. Mais ça doit pas, je pense que ça doit pas freiner les gens et je pense que dans les gamers qu'on est, il y a plein de gens qui sont des rêveurs et des messages comme les tiens, bah, c'est super important, tu vois? Des mecs qui se sont dit: «Allez, je risque», tu vois? Dire que la famille, c'est important, que des gens, ils t'ont soutenu, c'est un super beau message, en fait et ça, je trouve que c'est vraiment important. Je voulais vraiment
je suis content en fait que tu l'aies abordé toi dans l'interview parce que je trouve ça, c'est même un truc auquel, à mon avis, certains joueurs ne pensent pas ou n'y pensent jamais parce que AAA, machine, etc. Mais au niveau de l'indé, c'est vraiment, c'est un beau message d'espoir en fait pour les gens qui veulent essayer de réaliser des projets. Donc voilà, j'avais juste envie d'enfoncer le clou là-dessus. Voilà. Pas de souci, avec plaisir. Voilà. Je suis le roi de la transition foireuse, de toute façon. Alors, comme tu peux le voir, on est des collectionneurs. Oui, je vois ça, ouais. La question suivante est en lien avec ça. C'est est-ce que tu as envisagé la sortie en matérialisé, non pas en dématérialisé? Alors ouais, bien sûr, je l'ai envisagé parce que moi-même, je collectionne aussi un petit peu. Mais disons que c'est une grosse marche quand tu es développeur indépendant. Parce que si tu veux le faire toi-même, je peux pas rentrer dans les détails sur les coûts, mais c'est exceptionnellement cher, surtout pour un développeur seul comme moi. Mmh. Et après, du coup, il faut passer par un éditeur. Il faut avoir confiance en cet éditeur-là aussi. J'ai été en contact avec des éditeurs pour une version boîte, parce que c'est quelque chose qu'un jour j'aimerais faire, parce que c'est un peu un rêve de gamin un jour d'avoir mon jeu dans les mains, forcément. Mais ça ne s'est pas fait. J'étais en contact avec un éditeur qui voulait faire une version PlayStation 4 dans un premier temps, et puis après voir, parce que PlayStation 4 est un petit peu plus accessible en termes de prix. Mais ça s'est pas fait parce qu'au final, j'ai pas eu 100% confiance en la personne, enfin en l'éditeur. Je trouvais que le système de revenus était un petit peu qui était pas très équilibré, quoi. Mais Et donc du coup, je me suis dit bon, c'est pas la première chose à faire. Je pense que c'est une porte qui s'ouvrira plus facilement quand le jeu aura rencontré son public. Mmh. Et puis, mais c'est quelque chose que oui, un jour j'envisage de faire, j'aimerais faire. Après, il faudra juste trouver le bon partenaire pour le faire qui voudra prendre le risque avec moi de se lancer. Ce mais qui tu ce as. qui est Désolé, désolé. tes clients de ce genre de boutique comme alors on va pas en faire de la pub, mais c'est vrai que Limited Run, c'est vraiment le premier éditeur qui nous vient en tête. Limited Run, c'est bon, il faut forcément que le jeu ait rencontré son public, je pense, pour être en contact avec eux. Ouais. Après, c'est un entre guillemets, c'est un honneur hein, de faire partie, voilà, de leur shortlist de titres qui sortent sur une machine. Donc, moi personnellement, dès qu'il sortira, je le prendrai. Pareil. Et Ah ouais. ne serait-ce que pour avoir une trace, parce que le jeu en démat, enfin moi je le dis souvent sur ma chaîne, le jeu en démat c'est bien, mais quelle pérennité pour le jeu, quoi. Est-ce que dans 10 ans on arrivera encore à le retrouver sur une plateforme Ça, ou... c'est un truc où Serial et moi, on est clairement sur un avis différent. Moi, comme tu vois, comme je touche un peu au PC, etc. Moi, j'ai pas une confiance, mais je veux dire, je ne visualise plus vraiment la différence, à part pour l'objet de collection. Surtout, tu Ouais. vois, avec la génération de consoles maintenant où les jeux sortent, où la moitié n'est pas sur la galette, donc de toute manière, voilà. Par contre, si je pouvais dire, c'est que je trouve que tu as raison d'être très prudent sur les gens à qui tu peux être partenaire. Moi, je connais pour de vrai une écrivaine, je sais pas si on peut dire écrivaine, qui elle s'est fait prendre son projet elle a signé avec une mauvaise personne et elle a vraiment perdu les droits de son livre. Il faut vraiment Ouais. être prudent. C'est des choses qui arrivent vraiment. Et ouais, non, on était tous sur le cul, nous, quand on a appris ça. On est une petite famille, etc. On la connaît très bien. Et un jour, elle est venue nous trouver, elle nous a dit, bah voilà, mon livre, en fait, c'est plus mon livre, quoi. Ça arrive vite. Et t'as raison d'être prudent, vraiment. Ouais, parce que déjà, si tu veux, vu que je vais jusqu'au bout des choses en éditant mes jeux moi-même sur console, Mhm. moi, je veux vraiment que le jour où il y a une version boîte de mon jeu, ce soit fait dans les mêmes, avec la même qualité, avec vraiment, enfin, je veux avoir un droit de regard dessus, pour pouvoir faire vraiment la version boîte que je veux. Et puis, je veux que derrière, la personne avec qui je me lance, elle croit en moi et qu'elle m'accompagne vraiment dans ce projet à fond. Et pas en prenant elle un petit peu tous les avantages et pas la partie risque, quoi. Mais non, on comprend bien.
On comprend vraiment bien. Mais après, pour revenir sur ta question sur la partie physique contre des maths, c'est hyper compliqué parce que moi, dans le cœur, je suis vraiment à fond pour les boîtes. Parce qu'effectivement, j'aime ce côté, comme j'aime avoir mes livres dans les mains, j'aime avoir mes jeux dans les mains. Et puis, ça fait partie, pour moi, ça fait partie de l'expérience d'un jeu d'avoir sa boîte en main, de mettre la galette et puis de lancer le jeu. Voilà, j'aime ça. Par contre, après, je pense malheureusement que l'industrie ne va pas aller dans ce sens-là. Elle va forcément plus s'orienter vers du dématérialisé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus simples. Parce que si tu vois, justement, si c'était que du physique, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler, puisque les éditeurs, ils étaient vraiment pas chauds pour ça. Donc, ça a cet avantage-là. Et puis, c'est difficile, mais quand on voit le marché du PC, comment il a évolué, à l'époque, au départ, tu avais tes CD avec ta petite clé à l'intérieur à rentrer pour justifier que c'était une version originale. Et puis à un moment, on est passé en tout dématérialisé, et aujourd'hui, les joueurs PC, ils se posent même pas la question. Donc c'est plus une question qui se pose sur les consoles. Et moi, je la comprends tout à fait. C'est difficile de savoir de quel côté je suis, parce que je suis autant pour l'un que pour l'autre. Mais je pense que c'est bien de garder cette possibilité, justement, comme Limited Run Game, d'avoir certains jeux qui continuent de sortir en boîte, parce que du coup, ça permet de toujours continuer à collectionner. Mais Mais si ça forcément, se trouve, Broken Mind, tu vas arriver à un chiffre tellement intéressant que ça va passer par là, tu n'en sais rien. Et peut-être même pour la suite, tu parles d'une suite, peut-être que c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et justement, en fait, il y avait une question, justement, c'était comme le jeu vidéo, il évolue totalement, en fait. Ton regard, en fait, à propos de tout ça, tout ce qui est des services, etc. Par exemple, moi, je les condamne pas, je les consomme à mort, je consomme tout ce que je peux. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que toi, par exemple, si tu étais approché par Xbox, on ne sait pas comment ça se passe nous, mais pour le Game Pass, etc., est-ce que tu serais prompt à passer par cette case-là ou pas, en fait? Ouais, moi, je pense que le gros avantage du Game Pass, c'est qu'aujourd'hui, je crois que tu as plus de 25 millions d'abonnés. Donc, quand tu arrives dessus, forcément, tu as 25 millions potentiels de personnes qui peuvent jouer à ton jeu. C'est un chiffre énorme pour un développeur. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que mon jeu, j'espère surtout avoir un maximum de joueurs sur mon jeu. Parce qu'avant tout, quand tu crées des jeux, c'est pour les partager. Donc, plus il y a de gens qui y jouent, mieux c'est pour toi. Donc, le Game Pass, c'est une super solution pour ça. Moi, personnellement, en tant que joueur, je suis abonné au Game Pass. Là, je suis en train d'envisager peut-être à passer aussi sur l'abonnement du PS Plus, parce que voilà, il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, moi, j'aime bien ce format-là, peut être intéressant. Après, en tant que développeur, ce qui est compliqué, c'est que, tu vois, là, actuellement, un jeu qui sort dans le Game Pass, il y en a énormément qui sortent par semaine. Enfin, tu en as plusieurs, Oui, c'est c'est régulier d'avoir des exact. nouveaux jeux. Même moi, à chaque fois, je vais dans l'onglet nouveaux ajouts, et puis tu vois des jeux et tu dis: «Oh là, j'ai même pas eu le temps de voir qu'il y a eu tout ça». Et du coup, bon, tu as déjà pas mal de jeux à jouer qui te sont fournis via cet abonnement. Et tu pas et puis, tu te dis: «Je paye déjà un abonnement qui est autour de 14 € par mois, pour ça». Du coup, tu vas peut-être un peu moins donner sa chance à un jeu qui est hors Game Pass, qui coûte 9,99 €, qui s'appelle Broken Mind, qui est un petit jeu indépendant, que tu connais pas forcément. Et donc du coup, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est pas comme, comme, l'abonnement, Spotify ou Deezer, les choses comme ça. Ces abonnements-là, en fait, tout le monde, tous les groupes, ils sont à l'intérieur, et donc du coup, ils ont autant de chances que le gros, tu vois? Tu peux aller écouter, un de tes potes qui dit: «Ah j'ai sorti mon album sur Deezer», tu vas le prendre et tu vas pouvoir y jouer. Moi, je dis: «J'ai sorti mon jeu sur Xbox», le gars, s'il a le Game Pass, il peut pas jouer à mon jeu, il faudra quand même qu'il l'achète. Donc tu as ce côté un peu sélectif, heu, qui, hem, qui rend la chose un petit peu compliquée pour les indépendants qui sont, hors Game Pass, et j'ai l'impression que ça se ressent un petit peu dans les premiers jets que j'ai des ventes sur Broken Mind. Tu vois, du coup, lancer un jeu avec, le Game Pass qui est bien installé aujourd'hui, et lancer à l'époque Survive, où le Game Pass, je crois qu'on en parlait tout juste ou qui venait d'arriver, c'est pas la même chose. C'est plus difficile d'être visible.
Et donc, du coup, si on te le propose, ou si toi, je sais pas dans quel sens ça va avec Comment ça se passe en fait? Oui, c'est C'est ça en pas, fait. enfin, je pense que si, on peut te le proposer si vraiment tu es le jeu coup de cœur par les équipes d'Xbox, mais ça marche beaucoup par dossier. C'est toi qui dois demander à Microsoft si c'est possible d'intégrer le Game Pass. Moi, je l'ai fait au départ avant que le jeu sorte, Broken Mind. J'ai fait la demande pour le Game Pass et on m'a dit non parce que le jeu il avait pas encore assez d'intérêt. Il fallait, enfin voilà, le jeu était pas assez attendu par du monde et forcément quand tu proposes un abonnement qui est payant, les gens ils payent mais ils veulent pas jouer à des jeux qu'ils ont pas envie. Ils veulent des jeux qui les Mhm. intéressent un minimum. Donc le manque de visibilité qu'a Broken Mind fait que je pense ça a joué dans la balance parce que quand je leur ai envoyé le jeu et qu'ils l'ont testé, ils m'ont tout de suite dit ah oui ça on le veut sur la Xbox. Mais par contre dans le Game Pass pas forcément. Donc voilà, c'est des choses maintenant, le jeu il est sorti, c'est possible de l'intégrer plus tard, de refaire une demande. Peut-être que je le ferai plus tard. Aujourd'hui j'ai l'avantage maintenant d'avoir un jeu qui est bien noté, qui est aimé par les joueurs. S'il gagne en popularité, il y aura peut-être encore plus un intérêt. Donc moi oui, je suis ouvert carrément à intégrer le Game Pass parce que du coup si demain il y a 25 millions de joueurs qui jouent à Broken Mind, bah, ce sera plus facile pour Broken Mind 2, ce sera plus facile pour Sûr. moi, j'aurai plus de poids dans Justement, l'industrie du jeu. j'ai une toute petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu as eu des retours autres que francophones en fait? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, justement, c'est la première fois que je suis autant du côté francophone, parce que sur mes 2 premiers jeux, j'avais été un peu boudé par les Français, les francophones. Ah, les méchants francophones. Heu, voilà, c'est ça. En fait, mon jeu a beaucoup mieux marché aux États-Unis et en Angleterre. États-Unis, Canada, Angleterre. Tous ces pays-là, c'est là où vraiment le jeu a marché et en France, j'avais plus de mal. Je sais pas pourquoi, j'étais peut-être pas encore, bah, vu que personne me connaissait, j'avais pas de réseau non plus, les Mhm. sites indépendants français quand je les contactais, il y en a pas beaucoup au début qui ont cru en moi. Il y en a certains qui l'ont fait et je les remercie, de l'avoir fait parce que voilà. Mais ça a été un peu plus difficile et là, du coup, je me suis dit sur Broken Mind: «Bon, j'ai déjà un bon réseau avec les États-Unis et autres, enfin j'ai déjà plus de facilité avec eux. Cette fois-ci, je vais essayer de convaincre, les francophones, que voilà, il faut soutenir un développeur indépendant français et Non, donc mais du c'est coup, vrai. j'ai été plus cette fois-ci, sans oublier, le reste du monde, bah, je me suis plus penché sur, là-dessus, quoi. Ok, ok. Comment tu envisages l'avenir de ton studio? Euh, Hem, est-ce que tu envisages déjà de faire un jeu avec d'autres personnes au sein de bah, ton studio? ouais, alors après, directement au sein de mon studio, je pense que ça reste compliqué parce que, passer d'un auto-entrepreneur à vraiment avoir une entreprise où tu as des gens que tu vas embaucher tous les jours, c'est vraiment une grosse étape financière. Il faudrait Mhm. vraiment un gros succès, d'un coup pour pouvoir le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, Broken Mine, 2 ou mon prochain projet, je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Je vais encore plus pousser, le fait d'intégrer des gens en externe parce que, même si c'est moi qui l'ai créé tout seul Broken Mind, déjà, tu vois, j'ai fait appel à plusieurs acteurs pour doubler. Ça a été Mhm. un vrai plus pour le jeu d'avoir des acteurs qui doublent les personnages. J'ai fait appel à un compositeur, j'ai fait appel à 4 traducteurs, 3 traducteurs, pour le traduire en espagnol, en portugais, en anglais, pour vraiment avoir un truc, de qualité. Donc, j'essaye de plus en plus d'intégrer des métiers, externes en passant par des freelances, des choses comme ça. Mais Mhm. vraiment en les intégrer, je pense pas forcément pour le moment. C'est quelque chose que j'aimerais faire, hein, si tu me demandes mes projets sur les 10 prochaines années, moi l'objectif c'est que Too Bad Game devienne de plus en plus gros pour pouvoir, faire des jeux de plus en plus qualitatifs et aussi peut-être Oui. plus réguliers. Heu et Mhm. puis, heu et puis peut-être un jour de pouvoir, être suffisamment important dans le paysage du jeu vidéo indépendant pour devenir un éditeur, mais pour aussi les autres et pour donner un coup de main à ceux qui se lancent. Parce que moi quand je me suis lancé, clairement j'ai pas eu beaucoup de mains tendues de ce côté-là et du coup j'aimerais pouvoir moi, aider les gens qui veulent se lancer et donc du coup peut-être un jour éditer. Donc j'ai pas mal de projets, mais après voilà, c'est la réussite du studio et la réussite aussi bien en termes de critique que financier qui joue et du coup, bah, ça, je peux Non, pas le c'est prédire, ouais.
Justement, Mais j'ai 2 petites questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que tu as fait appel à chacun des doubleurs et à la personne pour la musique, la personne, pour les traductions, à des personnes vraiment freelance chacun? Ou est-ce qu'à un moment donné, par exemple pour les doublages, tu es allé trouver un petit studio, quelqu'un, tu vois? Et non, non. alors, la deuxième question, désolé, je fais vite. Ouais, non, vas-y, tu raison, pardon. La deuxième, c'est pour que tu, comme ça, c'est en fait la deuxième question, c'est juste, est-ce que si plus tard un gros studio venait te demander justement de travailler sur leur projet par rapport à parce qu'ils aiment ton travail, C'est euh, inutile. ce serait quoi ta réaction? Ah bah, alors pour répondre à ta deuxième question, ça peut être intéressant, faut voir le projet. Après, j'aime bien, aujourd'hui, j'aime le fait que, Hem, c'est moi qui crée les choses, j'ai vraiment cette liberté. Broken Mind, ça a été un peu dans tous les sens au niveau du développement mais c'est moi qui voulais que toutes ces choses-là se fassent. Et puis, aussi, quand tu es tout seul, tu te dis que si tu te plantes, faut que ce soit des choix que tu aies pris toi. Mmh. Et ça, j'aime ce côté-là. J'aime cette liberté que j'ai aujourd'hui, même si ça me demande beaucoup de travail et que ça a un prix. Aujourd'hui, j'aime vraiment ce côté-là, être libre de faire ce que je veux, donc ça, c'est hyper important pour moi. Donc rejoindre un gros studio, oui, mais ce serait peut-être plus pour un rôle créatif que pour, dire, «Ah bah tiens, enfin, tu fais du code, rejoins-nous pour travailler sur le prochain Assassin's Creed», ça m'intéresse pas du tout. Donc, Là, ce serait du plus coup pour apporter ta pierre à l'édifice, mais garder ta boîte à côté ouais, tu et vois, plus pour être, bah, peut-être, ça peut être prétentieux de dire ça parce qu'aujourd'hui je suis tout petit donc, on est loin de cette étape-là. Mais peut-être le jour où j'aurais fait un jeu qui a vraiment plu, de dire, bah, un peu superviser ce projet-là et du coup, donner ton avis comme, par exemple certains gros développeurs aujourd'hui, arrivent dans un projet et sont un des co-directeurs, pour pouvoir donner son avis et aider dans le développement. Ça, c'est quelque chose qui me plairait, ouais. Mais intégrer juste un studio pour travailler sur une tâche très spécifique, non, parce que je pense que je m'épanouirais pas là-dedans. Moi, tu vois, je pense que j'aime ce que je fais aujourd'hui, mais parce que je fais un peu tout. Si j'étais juste l'un des métiers du jeu vidéo, je pense que j'aimerais peut-être moins ce que je fais. ce serait Donc plus aujourd'hui, voilà. mécanique. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour la 1re question, c'était, rappelle-moi la Quand première tu question? fais appel à plusieurs personnes, tu vois? Ah oui, voilà, C'est à je chaque fois l'ai. des freelances ou est-ce que, par exemple, pour les doublages, tu as fait appel à un studio, quelque chose en particulier? Bah, en fait, là, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tous mes personnages, je savais à peu près quelle voix je voulais qu'ils aient, j'arrivais à peu près à m'imaginer les voix que je voulais qu'ils aient et j'ai contacté, plusieurs acteurs. En fait, je suis pas passé par une boîte qui fait du doublage, j'ai contacté plusieurs freelances, j'écoutais déjà les démos qu'ils avaient fait parce qu'ils avaient déjà une démo disponible où ils faisaient plein de versions différentes et ensuite après je leur ai envoyé, quelques lignes, du jeu, pour qu'ils me fassent, bah, qu'ils interprètent le personnage. Je leur ai envoyé des scènes qui étaient un petit peu, qui étaient jouées vraiment où là, voilà, il y en a un, celui qui a joué Frank Théâtrales? Morgan, Steve Couge, lui, ça a pas été facile pour lui parce que je crois que dans l'audition, il y avait déjà une scène où il fallait, où je lui ai fait jouer, ce qui se passe plus tard dans le jeu, la fameuse scène, voilà. Ouais, ouais, Je ouais. ne le dis pas parce que le serial gamer va faire mon jeu, donc je voudrais pas le spoiler. Voilà, c'est bien. Mais voilà, il y a une scène qui est un peu plus dure à jouer, plus émouvante et cette scène-là, voilà, ça faisait partie de son audition donc j'ai fait, voilà, des auditions et ça m'a après chaque acteur a été pris, bah, après l'audition quoi, quand ça m'a plu. En soi, j'ai réussi à tout de suite trouver les bons acteurs. Il y a peut-être, un personnage ou 2 sur lesquels, j'ai hésité au niveau des acteurs, mais au final, voilà, je suis super content du résultat et puis après, bah, pareil pour les traducteurs, je voulais pas passer par une boîte parce que tu as beaucoup de boîtes qui ils te traduisent dans 50 pays, enfin et moi ce que je voulais, c'était, j'ai contacté des gens, par exemple pour la version, anglaise, j'ai contacté une Canadienne qui parlait français, mais elle était surtout canadienne. Comme ça, j'étais sûr qu'elle allait retranscrire les expressions et autres et que si elle maîtrisait moins bien le français, c'était pas bien grave parce que ce qui était important, c'était surtout qu'elle transporte bien le jeu, en Qu'elles américain. comprennent l'émotion, ouais. C'est Voilà, ça. c'est ça et puis le truc, c'est que si tu fais un Google Trad dans un jeu, ça se voit parce que tu as des expressions qui sont traduits mot à mot et ça marche pas et elle a été super forte pour adapter, justement, les expressions et autres et c'est la première fois que justement je fais appel à un traducteur, bah, en anglais ou autre et c'est la première fois que j'ai pas de retour de ce côté-là. Parce que, par exemple, Survive, je l'avais traduit moi avec l'aide de ma femme, on avait traduit ça ensemble, on avait fait tout le jeu.
On a dû faire des mises à jour pour régler des petites choses, il y avait des petits loupés par-ci par-là et voilà. Et comme en plus, traduire un jeu, ça demande beaucoup de temps et de travail, je préférais passer par quelqu'un qui allait être consacré à fond là-dessus, quoi. Mais tu as traduit quand même, enfin tu as fait quand même la vocale de certains personnages dans le jeu. Bon, Ouais, j'ai fait la vocale, du monstre, le monstre qu'on voit dans le jeu avec sa voix et bah, Ouais, c'est moi. oui. Exactement, donc c'est moi qui ai fait ce doublage-là, mais j'ai juste fait ça et quelques bruits, par exemple, des bruits de mouvement ou d'essoufflement, de choses comme ça, voilà, Quand tu parce que c'est des cours. petites voilà, c'est ça, donc c'est des petites choses que j'ai fait, mais voilà, j'ai participé à seulement à ça. Après tous les autres personnages, ceux qui ont un vrai rôle où ils vont vraiment avoir des dialogues importants, là, je suis passé par des gens qui sont plus forts, dans le milieu, quoi. là, enfin, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble et Ouais. et quand tu parles non, alors c'est justement une bonne chose parce que, je suis intervenu à Pôle 3D, donc c'est une école, de futurs créateurs du jeu vidéo et puis du monde audiovisuel et je pense que tu, vois ce qu'eux aimeraient savoir, c'est quels conseils tu pourrais leur donner. Eux Mmh. qui, à qui justement on ne vante pas les mérites, hein, d'intégrer un très gros studio dans lesquels ils vont, modéliser des petits cailloux dans Assassin's Creed pendant 1 an. Ouais. Est-ce que tu peux leur donner justement quelques conseils s'ils veulent se lancer dans l'indépendant? Ouais. Est-ce que tu peux leur dire: «Ben voilà, il faut commencer par ci, il faut commencer par ça»? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah, alors là, franchement, oui, j'adore donner des conseils justement à ceux qui commencent et je suis hyper ouvert là-dessus. Je pense que ce qui est important quand tu te lances déjà, c'est, créer un jeu vidéo, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ça va être très, très long. Ça va être un parcours, semé d'embûches. Donc il faut vraiment avoir un projet, qui te plaît. Il Mmh. faut vraiment faire quelque chose, qui te passionne parce qu'à un moment, c'est la passion qui te permet de tenir, qui te permet Mmh. de t'accrocher quand c'est dur. Je pense, déjà, moi, mon parcours, c'est que je suis autodidacte, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais conseiller aux gens. Je leur dirais: «Si vous voulez vous lancer dans le jeu vidéo, c'est quand même bien de faire une école». Mmh. Même si je pense que l'école, c'est un petit peu comme l'école classique, enfin, qu'on a tous suivi. Ça te donne des bases, c'est bien, mais il y a une réalité à un moment quand tu arrives dans le milieu du jeu vidéo qui est différente et je pense que c'est là où l'indé, ça peut être une bonne opportunité parce que quand tu sors d'une école, avoir un gros jeu, tout de suite partir à travailler sur un gros jeu, c'est bien et puis c'est un peu un rêve d'avoir un jour ton nom dans un gros jeu, mais c'est pas forcément là où tu vas apprendre le plus de choses. Si tu vas, plutôt dans le secteur indépendant, déjà tu as beaucoup de projets très différents, des trucs qui sont, très risqués. Moi mes jeux, entre guillemets, c'est pas forcément des jeux qui prennent beaucoup de risques, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je fais pas partie de ces développeurs qui font des trucs ultra créatifs, ultra, perchés, mais dans le bon sens. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux Heu, dire. donc ça peut être bien pour eux de trouver le projet qui leur convient en allant dans l'indépendant et puis ça va aussi leur permettre de voir plus de choses, d'avoir plus accès à certains métiers qui sont pas forcément tout de suite le leur, mais qui pourraient les intéresser. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui étaient dans des gros studios et je me rappelle avoir dit, je parlais à quelqu'un qui avait travaillé sur la modélisation 3D et je lui avais dit: «Ah bah, c'est cool et tout, mais du coup, il dure à peu près combien de temps le jeu?» et il m'a dit: «Ah bah, je sais pas du tout, moi je j'ai pas du tout accès à cette partie-là». Ouais. Et moi en tant qu'indépendant, enfin, bon après je suis tout seul donc c'est plus facile, mais je connais tous les aspects de mon jeu et je pense que pour pouvoir, faire un bon jeu, c'est aussi bien, de connaître, les gens qui travaillent avec ou en tout cas connaître la partie Mmh. qui vient à côté. Tu modélises des objets 3D, mais tu sais ce que veut vraiment l'artiste, tu sais aussi ce que le programmeur il va avoir comme difficulté et commencer en indé, ça va te permettre d'avoir des projets, qui seront plus à échelle humaine et sur lesquels tu vas pouvoir plus facilement apprendre, prendre aussi plus de risques et puis peut-être, bah, tu vas te rater, tu vas réussir aussi. Enfin, c'est important. De toute façon, le jeu vidéo pour moi, c'est hyper important, d'en faire beaucoup, c'est-à-dire, pas forcément de sortir des jeux, mais d'essayer beaucoup de choses. Moi, par exemple, si tu avais accès à mon ordi, j'ai 50 milliards de prototypes parce que j'essaye des choses, il y a des trucs qu'à la fin, bon, bah, c'est bien, j'ai appris à le faire et puis, ça ira dans aucun jeu. J'ai des projets de jeux où tu as déjà les 1/4 du jeu, mais au final, ça ira pas plus loin parce que, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est pas finalement, ça tiendra peut-être pas sur un projet ou autre». Enfin, c'est beaucoup expérimenter et essayer des choses déjà et puis,
Et puis ensuite, après, si quelqu'un a vu cette vidéo et veut se lancer à créer son propre jeu lui-même, à être développeur et éditeur ensuite, ou aller voir un éditeur, je lui dirais de bien choisir le projet de départ. Faut pas partir sur un MMORPG en 3D, GTA-like quand tu es tout seul, clairement. Ouais, non. Faut viser des projets que tu vas pouvoir finir, des projets qui sont à l'échelle de ton studio et qui vont te passionner quand même. Mais c'est pas une bonne idée de commencer sur quelque chose d'énorme. Moi, par exemple, je dirais à quelqu'un qui se lance, te lance pas dans un Broken Mind bis. Ou alors tu vas devoir tellement couper sur certaines choses que tu seras déçu du résultat. Moi, je suis assez content de Broken Mind parce que j'ai pas eu à trancher sur des idées. J'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Mais j'ai pu le faire parce que j'avais déjà une certaine expérience, j'avais déjà lancé 2 jeux, et puis je m'étais déjà cassé la figure sur certaines choses, donc j'avais appris à m'adapter dès le départ. Donc c'est important de prendre son temps. Créer un jeu, ça demande du temps. Et ensuite, une dernière chose, c'est qu'il faut pas avoir peur de supprimer des choses et de recommencer. Il faut beaucoup faire tester son jeu. Tu vois, avoir les retours des joueurs, parce que quand tu fais quelque chose, pour toi ça marche, super, dans le code ça marche aussi. Mais à partir du moment où tu vas le mettre entre les mains d'un autre joueur, c'est plus du tout pareil. Et, il va pas réagir de la même manière ou comme tu le voulais. Et c'est hyper important, cette partie-là, de faire tester ton jeu. Et si tu vois que c'est pas fun, que le joueur il prend pas de plaisir, ça sert à rien de t'obstiner. Même si ça te fait mal au cœur, il faut te dire soit qu'il faut retravailler toute cette partie-là, mais qu'il faut intégralement le refaire, ou autre. Et moi, dans mon cas, par exemple, sur Broken Line, au début, j'avais fait des combats. Je les ai fait tester à mon frère qui aime bien martyriser mes jeux en cherchant toutes les petites failles, tous les glitches. Et il m'a dit les combats ça va pas du tout, enfin ils sont pas fun du tout. Donc il y a déjà eu un premier travail vraiment sur les combats où j'ai dû mettre en place beaucoup de choses. Au départ, on pouvait pas attaquer en haut, attaquer en bas. Et au final, maintenant, c'est un élément crucial du jeu. Les combats, c'est hyper important. Il faut bien maîtriser le fait de taper en haut, taper en bas. Si le ennemi bloque en haut, on tape en bas et comme ça, on lui fait plus de dégâts. Parce que c'est au final, ça complexifie le gameplay. Et puis, ça permet d'avoir un jeu plus riche. Mais tu vois, ça n'aurait pas été possible si j'avais pas à un moment mis mon jeu entre les mains de quelqu'un d'autre. Et puis j'ai du coup recommencé intégralement le système des combats, j'ai supprimé tout et j'ai dit on recommence tout quoi. Ça me rappelle quand tu m'as dit il fallait lire quand tu meurs, il y a des messages d'aide. Bah ouais, parce que quand j'ai vu le lendemain le replay, j'ai vu qu'à chaque fois que tu mourais, tu rechargeais rapidement parce que t'étais agacé par la scène. Et je me Je suis dit, voulais c'est juste j'étais pressé de savoir. non Tu mais vois? bien sûr, bah après il y a pas de mal, hein. Moi j'ai déjà joué à des jeux frustrants. Après, là pour le coup, le truc, et ça fait partie de ma prochaine mise à jour. Je pense que le truc, c'est que les combats, tu as pu aller loin dans les combats sans forcément totalement les maîtriser. Oui. Et du coup, c'est peut-être un défaut, non, c'est pas peut-être, c'est un défaut de mon côté. Je pense que je t'ai laissé continuer le jeu en tant que joueur, mais sans forcément m'assurer que tu avais bien compris le système de combat. Et du coup, je pense que ça fait partie, dans ma prochaine mise à jour, je vais travailler à faire que quand tu sortes du tuto, le système de garde, contre-garde et compagnie, il devrait être 100% maîtrisé. Et Je du le coup, tu maîtrise beaucoup vois, mieux maintenant. voilà, bah Je maintenant, les oui, reprends voilà, plus. mais tu le maîtrises Voilà. parce que du coup, tu as fait tout le jeu et que à la fin, quand tu finis contre le boss, t'as pas d'autre choix. Le boss, en fait, c'est le passage où là, il faut avoir maîtrisé 100% le système de combat pour y arriver. Et la deuxième phase, tu vois, bah, t'as pas lu, t'as pu recharger tout de suite. Je pense qu'une bonne idée, ce serait de faire qu'on puisse pas recharger tout de suite, qu'on ait un petit temps, de manière à ce que ça force plus le joueur sans s'en rendre compte à lire les tips quand tu meurs. Mais en tout cas, il faut lire les tips quand on meurt parce que pour le coup, c'est pas des tips générés automatiquement qui sont aléatoires, c'est lié à ta mort, à ce qui vient de se passer dans le jeu. Et donc du coup, quand tu meurs dans le jeu dans Broken Mind, si tu lis ce qui est écrit, c'est le conseil qui va te permettre Ça, de c'est continuer super cool en tout d'avancer. cas d'avoir programmé ça comme ça. Ouais, bah ça c'est quelque chose que j'ai mis après parce que tu vois, ça fait partie, bah, pareil de ce qu'on se disait. Mon frère a testé le jeu et la partie où dans le live il faut aller se cacher, il avait pas compris où fallait aller se cacher, il avait pas compris certaines choses et donc du coup, j'ai fait exprès de mettre, une information pour le guider. Comme ça, quand il a son game over, il sait tout de suite pourquoi il a eu game over et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça se reproduise. Donc c'est un truc, voilà. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais, non, tracasse. C'est chouette.
Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire, des choses dont on n'aurait pas parlé et qui pourraient nous intéresser ou qui pourraient intéresser nos spectateurs qui aiment les jeux indés? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des creux dans nos questions? Est-ce que tu as des choses à Non, rajouter? non, non, après, vous avez dû remarquer aussi que j'ai tendance à répondre un peu dans tous les sens. Mon cerveau va dans tous les sens, donc C'est parfait, j'aborde c'est bien. j'aborde des points qui sont un petit peu j'ai anticipé certaines questions, je pense, et Oui, donc oui. du coup, voilà, mais je pense qu'on n'est pas passé à côté de certaines questions. On a parlé un petit peu du jeu indépendant, de ce qu'il en est, en tant que développeur, l'état dans lequel il est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment cool parce qu'aujourd'hui, les indépendants sont beaucoup plus représentés. Il y a de plus en plus de joueurs, qui se mettent sur les jeux indépendants. Il y a une époque, quand j'ai lancé Survive, où il y avait moins de gens qui faisaient de jeux indés, et je pense qu'on démocratise un petit peu le fait de jouer à des jeux de petits artisans. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a encore un chemin à faire, il y a des choses à faire pour aider les indépendants parce que, le nerf de la guerre, c'est la visibilité, et aujourd'hui, bah, sur toutes les consoles, on manque un peu de visibilité en tant qu'indé. Voilà, Ouais. certains jouent plus le jeu, d'autres pas assez. Bon, c'est quelque chose qui va aller dans le bon sens, je pense, parce que les indépendants, et aujourd'hui, je pense qu'ils ont un vrai intérêt, parce que quand on voit le temps de développement d'un triple A, Mmh. forcément, quand tu fais une console, ceux qui viennent un petit peu, faire que la console vit, c'est ces indépendants, Mmh. qui eux vont, bah, vu qu'on est nombreux à le faire, tu as toujours une sortie indépendant, qui peut te plaire, donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Après, voilà, sur le je pense qu'on a, bien parlé de ce sujet-là. Sur la partie, bah, sur moi, on a fait un peu le tour. On sait à peu près ce que j'aime comme jeu, ce que j'aime pas, les inspirations, et puis après, bah, pour les gens qui veulent se lancer dans le jeu vidéo, et qui, verront peut-être cette interview et qui se diront, qui ont un projet qui est pas forcément le jeu Mmh. vidéo, mais un projet de manière globale, se lancer dans l'écriture ou dans autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a rien de fou. Moi, quand, tu vois, quand tu pars de mon histoire à moi, je suis quelqu'un qui est autodidacte, qui a pas suivi, des grandes études, qui a pas fait d'école de jeux vidéo. Alors quand je me disais, gamin, qu'un jour j'aimerais créer mes jeux vidéo, ça paraissait fou, et au final aujourd'hui je le fais. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Tu veux écrire un livre aujourd'hui, il y a pas d'éditeur qui te suit, tu peux le publier toi-même, tu peux faire pareil dans le jeu vidéo, dans le cinéma, tu peux passer par d'autres plateformes que directement le cinéma ou autre. Donc faut pas, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. C'est ça, il faut pas avoir peur, faut essayer d'y aller et ne pas attendre la situation idéale parce que beaucoup de gens attendent des situations idéales, mais Bah, une situation idéale, après, moi j'ai eu une opportunité, c'est-à-dire que j'étais à un moment où les choses s'étaient un peu stabilisées. Par contre, forcément, me lancer, faisait que, bah, j'allais avoir un salaire qui allait être, moins important au départ, qui allait être, moins sûr. le Aujourd'hui, dynamo est limité dans le temps sans le savoir. voilà, c'est ça, C'est ça. donc forcément, faut pas non plus se lancer tête baissée et dire: «Ouais, bon, je fonce, je vais accomplir mon rêve». Tu peux déjà commencer, moi Survive, quand j'ai quitté ma boîte, Survive, il avait déjà commencé, je le faisais à côté de mon boulot. À un Mmh. moment, tu sens que c'est le moment, que tu es prêt à le faire et que tu veux te lancer, tu peux le faire, il faut te renseigner. Il y a des organismes qui peuvent t'aider à te lancer, et ça, il faut le faire, et puis après, faut te confronter, rapidement, je pense, ça, c'est dans tous les milieux créatifs. Bah, même vous, enfin, c'est le cas, vous Ouais, faites non, des ouais, vidéos, vous les mettez sur internet, et puis, bah, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont pas aimé ou qu'ils ont C'est aimé. ça. Mais c'est important, cette partie-là, en fait. Au final, les retours, même si ça fait mal et que c'est jamais agréable quand ça Mmh. va pas dans le sens que tu veux, bah, ça te permet de t'améliorer, et du coup, c'est hyper important de le faire, et il y a pas de rêve fou, tu vois? Aujourd'hui, tu peux tout faire, c'est possible de le faire, il faut le faire, il faut tenter. Il y a c'est un pas super de message. Je trouve ça génial, franchement que tu dis ça, c'est bah génial. bah, ouais, mais enfin, moi, franchement, j'encourage tous les gens. Moi, je vois des gens, par exemple, qui me disent qu'ils écrivent, mais qu'ils osent pas se lancer, mais fais-le. Enfin, au pire des cas, tu vas avoir des retours négatifs, et bah, tu les prendras et tu t'amélioreras et tu écriras un meilleur bouquin, et Mmh. c'est pareil pour le jeu Ouais. vidéo, c'est pareil pour tout, et même, bah, dans tous les milieux, enfin, c'est comme ça dans tous les milieux créatifs, il faut y aller, et puis il faut pas, la critique, elle est là, elle est là, elle fait mal forcément, on a peur de la critique, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la critique, en fait, faut pas en avoir peur, au contraire, faut aimer la critique, parce que plus tu as de critiques, plus tu t'amélioreras, en fait, et les critiques, c'est important d'en avoir, il faut en avoir, et même des critiques négatives. Moi, demain, je sors avant de sortir mes jeux, j'aime pas quand on me dit: «Tout est bien dans ton jeu».
Moi, j'aime bien les gens qui me disent: «Ah bah ça marche pas, ça c'est complètement nul, ça fait mal à l'ego, mais par contre, tu f c'est toujours comme ça que tu feras un meilleur jeu, ou un meilleur livre ou un meilleur film ou n'importe quoi. C'est en ayant, des retours qui sont plus durs avec toi parce que ça va te forcer à les prendre en considération, parce qu'ils vont rester là dans ta tête, ils vont te marquer et tu feras une œuvre à la fin qui sera meilleure et du coup, allez-y, faites des choses, n'ayez pas peur de vous en prendre plein la tronche, c'est important. Il faut s'en prendre plein la tronche pour devenir, meilleur. Il faut savoir écouter la critique, c'est ça en fait. Ouais, la critique est important. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est en tout cas d'avoir du succès avec Broken Mind et Merci. de voir un Broken Mind 2 qui va sortir dans les années à venir. Un jour, on Peut-être. attend, on verra bien. Peut-être. Mais en tout cas, on a cru comprendre que tu avais ce projet-là en tête. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets en tête, justement, pour le studio des projets, enfin, tu n'es pas obligé de tout nous dévoiler, mais en tout cas, de nous dire, ben voilà, pour 2023, il y a certainement un jeu qui va sortir, ou 2024. Hein. Bah, après, 2023, malheureusement, je pense que non, il y aura rien, Le temps de parce que développement de Broken Mind, à mon avis. ouais, voilà, ça a pris, ça a pris beaucoup de temps. Après, concrètement, en même temps que je faisais Broken Mind 1, je travaillais déjà sur un moteur d'un potentiel Broken Mind 2, qui corrigeait déjà certaines choses, que je pouvais plus reprendre en Broken Mind 1 sans refaire tout le jeu. À un moment, il y a un moment où tu dois envisager la sortie de ton jeu, c'est pas possible de passer 5 ans sur, enfin 5 ans si, mais de passer, 10 ans sur un jeu, à un moment il faut le libérer, il faut le sortir. Donc, j'ai ça qui est dans un coin. J'avais déjà une idée de scénario, je suis en train de finir d'écrire le scénario de Broken Mind 2 en me disant que si un jour je veux me lancer, j'ai le scénario, j'ai tout ça qui est en place. Donc, je suis en train de finir de l'écrire. En parallèle, j'avais aussi, encore une fois, tu vois, comme je te le disais, j'ai énormément de prototypes, par-ci par-là. Donc, à l'époque, quand j'ai sorti Survive, ça a été mon premier jeu qui a marché, ça a été un jeu qui a bien plu et on m'a dit: «Ah, j'aimerais bien que tu fasses un 2, quelque chose d'un peu plus poussé» et maintenant, tu vois que je suis passé en dessin fait à la main, que j'ai acquis de l'expérience, je me dis, peut-être, un top-down shooter, qui serait pas directement une suite à Survive, mais qui serait plus poussé, plus travaillé et tout ça, ça pourrait être cool. Mais je sais pas encore exactement ce que je veux faire parce que, certains jeux vont demander plus de temps, plus de travail, plus d'argent aussi, parce qu'à un moment, il y a une réalité, c'est que créer un jeu, ça te coûte de l'argent et il faut être capable de tenir jusqu'à la sortie et puis pour faire quelque chose de mieux. Donc, je sais pas encore dire ce que je vais faire après. Faire un Broken Mind 2, honnêtement, c'est quelque chose qui me plairait parce que j'ai d'autres idées et moi, je vois un peu Broken Mind comme une licence où, le 1 et le 2 seraient pas forcément liés dans l'histoire principale. Il y aurait quelque chose qui les lierait, mais si je faisais un Broken Mind 2, en tout cas de ce que j'ai écrit, ce serait pas Frank Morgan serait plus là, l'histoire de Frank Morgan, elle est bouclée et on partirait sur une autre histoire, mais Question qui aura un lien. d'ambiance et de thème, oui. Ouais, voilà, j'aimerais justement pouvoir me permettre, d'autres choses et pas rester bloqué et puis en plus, je pense que Frank Morgan, quand tu verras le Serial Gamer quand tu auras fini le Oui, jeu, voilà, c'est ça. La je boucle, pense on va que dire tu verras, l'histoire, la messe est dite. Voilà, tout voilà, est dit. c'est Tu vois, fini, le truc c'est est dit, voilà. bouclé. J'ai fait exprès, j'ai laissé des choses qui restent ouvertes, des choses sur lesquelles je n'ai pas, fermé de porte parce que je m'étais dit que si un jour je voulais faire un 2, voilà. Mais, l'histoire principale, de Frank Morgan, elle se termine avec le jeu. Donc, voilà, si ça fait partie de mes projets, c'est quelque chose que j'aimerais faire, je pense que j'ai des idées qui peuvent être sympas, il faudra travailler là-dessus, mais, rien n'est sûr pour le moment. Je Bon, sais on pas te encore. suivra en tout cas. Bah, j'espère. De très près, de très près. Et puis, n'hésite pas à revenir vers nous aussi pour Ouais. savoir justement les retours par rapport à cette vidéo et puis par rapport justement au prochain jeu que tu vas faire, puisque ça va peut-être nous donner Je envie. garderai l'œil sur Twitter, de projet. D'ailleurs, ça lui a donné envie de faire tes anciens jeux. Donc, Ouais. Oui, c'est clair. Bon, c'est une autre ambiance, c'est différent, hein. J'étais un plus jeune développeur, donc, aujourd'hui, quand je les vois, je me dis: «Il y a tellement de choses que j'aurais pu faire mieux», mais ça fait partie de l'histoire, de Broken Mind de Too Bad Game. Ouais, de Par Too Bad contre, Games, ouais. un truc qui est important sur mes 2 premiers jeux et qui était un des fondements de Too Bad Game, c'est que, c'est des jeux qui se prêtent à la coop,
Et, Mm. et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours eu mon frère qui avait le rôle du player 2. Aujourd'hui, c'est ma femme qui joue plus ce rôle-là du player 2. Et c'est hyper important pour moi de pouvoir faire retrouver les gens ensemble sur la même console. Et c'est le cas pour Survive et Brutal Rage. Je les ai pensés comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui était cool sur ces deux jeux-là, je trouve. Y a pas de souci, je jouerai avec ma femme. Je jouerai avec ma femme. Mais tu peux jouer avec qui tu veux. Tu peux aussi le faire en solo, puisqu'il y a une IA qui t'aide dans Survive et autres. Mais Mhm. c'est vrai que moi, je les ai pensés vraiment comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que Survive, il y a un 2 au départ, parce que il fallait, voilà, c'est un jeu, c'est l'histoire de 2 frères. Il y a Oui, ça 2 se histoires voit. De dans le toute jeu. façon, Ça tu se joue lances à le 2. jeu, tu le vois, ouais. Ça, c'est Voilà, clair. tout est fait pour être joué à 2. Donc voilà. Et Donc puis un beat'em up, voilà. c'est plus drôle à 2. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. Non, t'as n'hésitez raison. pas, J'insiste pas. n'hésitez pas en tout cas à jouer au jeu de Tony, hein, qui s'investit à fond dans la création de ces jeux. Et puis en tout cas, moi je te donnerai aussi mon avis sur Broken Avec Mind. plaisir, ouais. Tu seras le premier test de ma chaîne. Ma chaîne a 3 ans. Tu Ah te bah, rends super. compte. Test de jeu. Mais c'est intéressant, justement, peut-être qu'on fasse une petite vidéo ensemble si tu veux bien. Ouais. Et puis avec Player, évidemment. Si tu veux, moi, je suis là uniquement quand on a besoin de moi. Négatif et ce que nous, on aimerait voir dans un numéro 2, en fait. Ouais, Pourquoi ok. pas. Quitte à ce que ce soit, justement, alors soit intégré, soit pas intégré, mais en tout cas, que tu aies un retour direct et puis qui prouve que effectivement, nous sommes des chaînes YouTube indépendantes aussi. Bah ouais. On revendique cet aspect indépendant. Et Oui, mais puis, je ne me mets pas à la même hauteur qu'un dev. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas le même investissement de temps. Non, mais attends, créer un jeu vidéo, ça demande du temps, mais après le boulot qu'il y a sur YouTube, montage et autres, ça demande beaucoup de temps. Et puis ça demande surtout un truc en commun, c'est la passion. Il faut Ça, oui, vraiment, c'est clair. s'y mettre à fond. Donc, enfin, c'est le seul moyen que ta chaîne elle plaise, c'est que tu te mettes à fond dessus. Donc, c'est du boulot aussi. Et donc, important aussi, je dirais à mes joueurs d'aller voir vos chaînes. Hein. Je C'est partagerai mes gentil. vidéos sur mon Twitter pour que les gens viennent voir un petit peu votre travail. C'est et puis super gentil. sincèrement, ton jeu me donne envie d'aller plus loin, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux que j'achète sur les stores ou que j'essaie sur les services. Je pense que Player l'a terminé, donc il a déjà son avis, mais Voilà. après 1h40, je pense on va se laisser quand même. En tout Ouais. cas, vraiment un sincère merci pour cette interview qui nous montre à quel point tu es quelqu'un de généreux, de sympathique, Et d'accessible, parce que tu nous as donné quand même du temps, tu vois, ça a l'air de rien, peut-être parce que je sais pas, tu te dis que t'es pas machin et tout, mais il faut pas se mésestimer. Tantôt, tu as dit qu'il fallait pas trop être orgueilleux. Je pense qu'on n'est jamais assez orgueilleux, c'est bien l'ego aussi, de temps en temps. Et tu peux être fier de ce que tu as fait. voilà, tu vois, tu Merci peux en en tout être cas. fier, vraiment. Merci en tout cas et puis surtout merci à vous de m'avoir donné la parole parce que c'est comme je le disais, c'est important d'être visible et pouvoir, venir parler et puis faire ce genre d'interview, ça permet un petit peu de m'adresser aussi aux joueurs, et qu'ils arrivent à voir un petit peu, ce qui me motive à faire des jeux et la passion, qui m'anime à faire tout ça, quoi. Voilà. Bon, Merci à toi. On un fera grand passer le Merci. message. merci à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à acheter le jeu de Tony et puis à vous abonner à tous les réseaux sociaux que je mettrai en lien sous la vidéo. Et puis, nous, on se retrouvera pour le test et puis pour partager justement ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Et puis, ce qu'on aimerait effectivement trouver dans le Broken Mind 2 qu'on espère avoir le plus rapidement possible. Voilà. J'espère aussi, ouais. Là, si je peux donner un truc aux gens, justement, on parlait de trop plein de jeux vidéo, faites comme moi, faites des listes. Faites des listes de jeux vidéo dans le Game Pass, dans tout ça, faites des listes, et tout au-dessus, vous mettez Broken Mind. Voilà. Réservez déjà le 2. Voilà. Qui n'est pas réservable, mais en tout cas, achetez le 1. Essayez vraiment de vous accrocher. Faut passer outre cet aspect technique qui peut paraître dans les premières secondes désuet, mais qui sert le récit et on s'en aperçoit très très vite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Salut. Merci à vous. Salut. Bon voilà. Voilà. Ça y est.
Bah, finalement 1h40, Ouais, j'espère que c'est désolé. pas moi qui ai trop parlé. Non, 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 pas du tout. c'est Pas du parfait, tout hein. parce que c'est trop intéressant justement par rapport à tout le microcosme de joueurs qu'on est, d'avoir justement ce retour-là. Alors je sais que Serial, lui, il a des trucs prévus et aussi importants à vers 8 heures, du coup je sais, je vais comprendre. Je vais Mais enchaîner avec une autre je t'ai vidéo. vu, je t'ai vu. Mais oui, c'est trop intéressant. Et moi, franchement, je trouve justement qu'on laisse pas assez la parole aux devs de manière vocale comme ça. J'ai vu que tu avais fait quelques interviews. J'ai pas été les voir sur Xbox, Xbox Live, je crois. Et, Ouais, euh, j'ai fait plusieurs et interviews, ouais. d'autres. Et je trouve justement que on n'en parle pas assez. Les gens, souvent, quand je vois les joueurs de jeux vidéo en général parler des AAA ou parler de ce qu'ils devraient avoir ou pas dans le jeu vidéo, j'ai souvent l'impression d'avoir des gens qui sont totalement inconscients de ce qu'est le développement, en fait. Vu qu'on est tous des passionnés et que ça nous a tous déjà turlupiné dans la tête de se dire bah, je ferais bien mon projet et tout, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est super bien en fait. C'est comme le serial gamer l'a dit, il y a des étudiants, etc., qui se posent Ouais. toutes ces questions-là. Et Et des ça, étudiants. Il faut que je te file les coordonnées justement d'une école de Ouais. création de vidéos. Je pense que tu pourrais beaucoup les intéresser. En plus, Ouais, bah, j'étais déjà en contact avec, Rubica, une école de jeux ah oui, vidéo, voilà et il y a pas de souci. Donne-leur mes coordonnées parce que moi, il y a pas de souci, je peux donner mon avis et autres et puis même si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à les envoyer vers mon Twitter parce que c'est l'endroit où je suis le plus accessible et ouais, moi, j'ai aucun souci à parler de ça, ouais. bon, bah, super. écoute, c'est chouette. Mais ouais, la transmission, tu arrives vraiment à transmettre la passion du jeu vidéo. On t'a pas demandé si effectivement tu arrivais à vivre de ton jeu vidéo, Ah oui, parce que de ça maintenant, c'est ça ne vrai. pas forcément, mais je sais. J'osais Si, si, pas toucher à la aujourd'hui, consommation. si j'arrive à en vivre, ça a été, c'était pas possible avant de sortir Survive. Mmh. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'après, bah, quand tu te lances dans cette aventure-là, c'est surtout, c'est des revenus qui sont un petit peu annualisés puisque tu vas avoir une énorme entrée d'argent à la sortie du jeu et puis après, ça va redescendre et ça va avec les promos de temps en temps réussir à faire Il faut vivre être donc prudent. Faut être prudent. voilà, c'est ça, il faut pas flamber parce que ton jeu, il a bien marché à la sortie parce qu'après Ouais, derrière, c'est la montagne. Mais moi, j'ai la chance d'arriver à en vivre, d'en avoir fait vraiment mon métier. Ça fait depuis, 2017 que je fais vraiment que ça. J'ai pas eu besoin pour le moment de prendre un job alimentaire à côté ou autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ça, je pense que c'est parce que je sors mes jeux sur console. Sur console, vraiment, j'ai senti une différence quand tu sors des jeux, sur console. Ce que tu as expliqué avec Steam, ça me dépasse, hein. Les gens, Ah mais mais c'est Steam, pas que J'essaye toujours de peser mes mots parce que je veux pas, froisser les joueurs PC, mmh. parce que voilà, peut-être qu'un jour j'y retournerai quand, j'aurai, réussi peut-être un peu plus à maîtriser le truc, mais aujourd'hui c'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais, c'est vrai que, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tous les devs, indépendants, c'est de pas se concentrer que sur le PC parce que moi franchement, au départ, ça m'a dégoûté, du jeu vidéo C'est une indépendant claque, parce hein, que ça, c'est une claque. tu vraiment, tu sors ton jeu, tu as 50 milliards de gars qui viennent te demander des clés gratuites, tes clés quand tu en donnes à certains parce qu'ils viennent te voir, ils ont des chaînes intéressantes, tu te dis: «Bon, bah, OK». Au final, tu t'aperçois qu'ils les font gagner à des concours pour avoir plus de followers ou pour les vendre. Non, c'est ça. C'est déjà pas cool parce que toi, du coup, tu as moins de visibilité encore et puis, tu vas avoir les gens qui se font rembourser et sur PC, tu sais, avec l'histoire des mods ou autres, les joueurs PC, tu sais, ils sont un peu habitués à voir le jeu à la carte, tu vois? Oui, Ils choisissent, ils prennent un bah, peu ce déjà qu'ils le veulent. paradis, le PC, c'est le paradis du gruyère, on va dire au niveau des droits. C'est le paradis de je connais des joueurs qui ne jouent qu'à des choses piratées, d'accord? Et Ouais, par moment, tu vois, c'est comme je disais, tu vois, sur un triple A, EA, tu pirates un EA, je m'en fous, tu vois. Par contre, tu pirates quelqu'un qui fait un petit AD, c'est pas correct. Je visualise, j'ai beaucoup de potes qui sont indépendants, j'ai été indépendant pendant 2 ans. après La valeur travail, c'est piratage, important. le piratage, ça induit que tu as eu du succès aussi, hein. Heu, ouais, ton oui, Oui, mais alors t'as oui. pas de retour. T'as pas de retour Ouais, réel sur le après, succès, c'est le difficile. truc c'est que le piratage, tu vois, tous mes jeux, par exemple, quand je les ai lancés, ils ont tous été aujourd'hui, ils sont tous piratables, même Broken Man, je crois que ça fait une semaine qu'il y a même pas une semaine, ça fait 3-4 jours que ça y est, il y a une version piratable sur Switch. Ah punaise. Ça dépend des Ouais. plateformes. Tu pas le cas tu vas pas avoir le cas sur la Xbox ou très peu et sur la PlayStation non plus. La Mmh. Switch est un peu plus facile et autres donc si tu veux, quand tu arrives sur PC, c'est ça la difficulté
difficultés, c'est que tu as le piratage, tu as les gens qui jouent pas le jeu, qui achètent ton jeu, qui le font et puis ils se font rembourser. Et puis tu as les gens qui vendent des clés et ensuite les joueurs PC qui sont un petit peu ah bah je veux que tu rajoutes un niveau comme ça et tu dis ah non désolé c'est pas prévu, c'est pas ce que je veux faire dans le jeu. Ah bah ok bah t'es nul du coup je me fais rembourser. Ouais, Tu vois c'est beaucoup à la carte alors que les joueurs console ils prennent un jeu comme il est et ils sont pas contents s'ils rencontrent des bugs donc jusque là tout est normal mais par contre ils demandent pas à ce que tu te plies à leurs exigences et c'est plus agréable, c'est un vrai échange, c'est un truc que tu fais ensemble. Alors que sur PC, tu un peu, en tant que développeur, tu as un peu plus le côté où tu as l'impression d'être un petit peu plus. Les joueurs, tu dois rendre des comptes aux joueurs et tu Oui, dois un petit peu. t'es plus tributaire et Ouais. plus proche Ouais. à cause de la machine internet des joueurs. Ouais. Et tu te sens pas respecté comme artiste, en fait. On a Ouais, l'impression on peut dire ça, tu vois. Après, je suis pas un gars Lego du tout surdimensionné là-dessus, tu vois. Je me vois pas comme un artiste, mais tu vois, tu as l'impression un petit peu que tu dois faire ce qu'on te demande de faire parce que après tout, j'ai acheté ton jeu, donc tu te tais et tu fais ce que je t'ai demandé Mais ça, c'est comme une changement. mentalité de joueur que je trouve impressionnant. abominable en fait. Mais c'est vrai que c'est une mentalité de joueur. Tu sais, quand je vois des gens fustiger certains jeux qui sortent sans se rendre compte qu'en fait, c'est pas forcément de la faute des devs et qu'il y a quand même un travail incroyable de certaines personnes. Il y a des crunchs dans des grosses sociétés qui sont abominables et tout et tout. Et souvent, je vois des gens c'est ça qui manque vraiment de respect sur cette histoire de valeur travail, tu vois. La valeur du travail, c'est quelque chose qui se perd. Et c'est pour ça aussi que je me dis, je ne comprendrai jamais quelqu'un si un type est pauvre, qu'il n'a pas de thunes, un Africain dans le bout du monde, voilà. Mais nous, on est des gens, on vit quand même dans le beau côté de la société, on vit Et à 10 euros, Babel, en fait, tu vois. et 10 euros, Et, c'est le prix d'une place de cinéma. c'est Donc, ça, quoi, tu vois. on passe quand même 3 heures Et les sur autres jeux sont beaucoup moins chers, ils sont à 6,99 €, je non, crois. non, mais voilà, c'est que on passe du temps, ça reste un loisir. On passe du temps quand on va au cinéma et que le film nous a pas plu, on ne demande pas le remboursement. Ouais, c'est Ouais. ça. Il faut qu'il y ait le respect aussi du créateur de jeu qui a quand même passé. Mais comme je dis, hein, sur Steam, je suis persuadé qu'il y a des joueurs, en fait, ils aimaient, c'est pas qu'ils n'aimaient pas le jeu, c'est qu'ils utilisent Oui, cette asset-là sur les jeux courts. Tu ouais, vois, c'est Ouais. un côté vicieux de la permissivité du remboursement. Et je crois aussi que c'est pour ça que sur console, ils surcontrôlent tout ce système-là, tu vois. C'est plus opaque pour le joueur de se faire rembourser. Il faut vraiment qu'il y ait un truc, même si moi j'ai déjà eu des histoires, par exemple, mon fils qui prend la manette, il prend un DLC à 200 € pour de vrai, ça m'est arrivé. Et tu fais tu reçois le PayPal, tu fais mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc tu t'envoies un mail. Microsoft pour ça a toujours été hyper, c'était sur Xbox, ça a été hyper rapide, voilà. Mais d'un autre côté, tu auras beaucoup plus dur de justifier si tu achètes un jeu, de te faire rembourser dans les X heures. Ils vont quand même te demander du justificatif, etc. C'est quand même plus compliqué dans la démarche. Et je trouve ça quelque part plus correct, malgré tout, parce que tu protèges à la fois le consommateur, mais aussi, surtout, l'indépendant dans ce cas-là, quoi. mais on te souhaite vraiment tout le succès que tu mérites avec Bah, ce. merci Mais le encore, serial hein. gamer, il est pressé par le temps, désolé. Non, non, Bah mais oui, non, mais pas de souci, c'est- y a aucun souci. en toute sincérité, je suis pressé de faire ma vidéo, mais je suis surtout pressé de reprendre ma Switch. D'accord, et de le faire. Voilà. Bon bah, ça c'est le principal alors. J'étais frustré, non, mais je l'ai téléchargé. J'ai montré à Player que je l'avais bien acheté. Il y avait bien mon compte qui s'est affiché. À la police. Et donc, non, j'ai envie de le faire parce que c'est frustrant quand tu es dans l'histoire de devoir stopper. Et C'est pour puis ça après, que je lui fais en une traite, ouais. il faut te remettre. Il y a énormément de gens, je pense, qui font ton jeu en une traite. Bah, Je je pense. pense, ouais, c'est vrai que moi je trouve que c'est un bon jeu justement à faire une soirée, en une soirée, c'est vrai que c'est pas mal. Après le fait d'avoir fait déjà des chapitres, c'était pour aussi pouvoir un peu donner aux gens la possibilité de s'arrêter s'ils le veulent. Mmh. Mais c'est vrai que le jeu est prévu justement pour toujours te donner envie, enfin chaque Ah, chapitre le se côté termine sur un truc chapitrage, pour te tu sais donner quoi? envie, C'est ouais. ce qui m'a convaincu de le finir en une traite, en fait. Je voyais le D'accord, ouais. chapitre suivant, je pouvais pas m'arrêter. C'est pas Bah, possible. surtout à la fin, pour préciser aux joueurs, j'ai mis chapitre final pour que les gens puissent se rendre compte que là, voilà, là tu Voilà. entames la fin. Parce que moi, un truc qui m'est arrivé, c'était sur Outlast 2. J'ai arrêté parce que je me suis dit: «Ah ben mince, j'ai l'impression que je vais bientôt le finir». Finalement, j'ai continué et puis j'ai dit: «Bon, j'arrête parce que là, je vais me coucher». Donc je me suis arrêté, C'était à j'ai la fin. relancé le lendemain et j'ai joué 3 minutes, c'était fini.
Et Outlast c'est 2, horrible. il y avait beaucoup trop de courses-poursuites, je trouve. C'est dommage parce que le 1, il y avait tellement un bon mix entre les deux. Et le 2, je trouve qu'ils ont tout tablé sur le stress de la course-poursuite. Et Ah non, à mais un moment donné, faire ça un, perd de son intérêt. faire un 2, c'est un challenge. C'est vraiment un Ouais, Ouais, c'est vrai challenge. bah, que je vais faire un 2, petit, ouais. c'est pour ça que j'ai réfléchi parce que le Avec de la vraie 1, 3D peut-être? De la 3D il a sur les objets? peut-être plus d'objets sur les 3D, ça c'est sûr, mais comme le 1 a beaucoup plu, que l'histoire était bien écrite, j'ai pas envie de faire un 2 qui soit moins bien, donc Bah, en tout on verra. cas, si je peux clôturer là-dessus de mon côté, c'est franchement félicitations à toi. J'espère Merci. vraiment que tu vas avoir le maximum de bons retours au niveau financier, etc. Parce que voilà, je trouve que ton histoire, elle est magnifique parce que tu es Mhm. quelqu'un qui s'est lancé, voilà, comme je l'ai dit. Et merci de ton temps que tu nous as alloué aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup. Il y en a beaucoup qui jamais, tu vois, avec d'autres, j'aurais jamais pu espérer ça. Et cette communication-là, ben, mes viewers, ils vont l'aimer, les viewers de Serial vont l'aimer, et Ouais. je trouve qu'elle est de notoriété, tu vois, parce que c'est rare qu'on entende justement ce discours-là. Donc voilà. Voilà, Bah, voilà. merci à vous en tout cas, hein, et puis, moi il y a pas de souci, je reste, je suis disponible. Je suis toujours là pour parler, jeux vidéo, indépendants, n'importe quoi. Moi c'est il y a pas de souci, Si je jamais suis Serial accessible. fait, par exemple, un sujet sur un type de jeu vidéo ou quelque chose ou quoi, il peut quand même te contacter sur Twitter, on sait jamais. Oui, oui, bien sûr, moi Ah, je suis dispo. voilà, je lance le lien, je suis content. Non, mais c'est intéressant. Et puis si jamais, enfin, a priori, tu es quand même un amateur de jeux vidéo et pas que de survival horror, donc tu es un rétro gamer, parce que si tu aimes Street of Rage, c'est que tu es de la vieille école. C'est cela. C'est Donc moi qui vais vous dire le non, premier, mais les mecs, parce que c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur les nouveautés. Ouais. j'ai des messages voilà. Je crois que je vais me faire émasculer si je ne OK. monte pas en haut Bon, m'occuper des en tout enfants. cas, merci encore, et puis on coupe. Hein, j'arrête. Ça marche. Désolé. Merci Allez, beaucoup, Merci. Denis, franchement, merci vraiment À la énormément. prochaine. Merci Et à à la vous. prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, merci. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous êtes allé jusqu'au bout de cette interview, eh bien, merci à vous d'abord. Je reviens des vacances. Mais si j'avais quelque chose à retenir de cette interview, en fait, c'est réellement, comme je l'ai dit dans l'interview, je dis beaucoup de fois l'interview, c'est l'espoir que représentent les gars comme Tony, en fait. Des mecs qui sont capables de rêver, mais aussi de passer le pas pour faire ce qu'ils ont envie de faire et de prendre tous les risques pour le faire. Je crois que c'est un beau message parce que dans notre communauté de joueurs, on est beaucoup de personnes à ne pas réaliser forcément les délires qu'on a en tête. On a tous beaucoup de rêves, beaucoup d'envies. Et parfois, la vie actuelle fait que c'est pas si facile que ça à réaliser. Et donc, je ne peux que comprendre ça. Hein. Moi, je suis le mister des projets toujours avortés. Je m'arrange, j'évolue, mais comme tout le monde, j'ai mes échecs. Et donc, du coup, ça me fait vraiment du bien d'avoir affaire à ce genre de personnage qui a réussi justement un petit peu à braver le risque et où ça a marché. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont des projets dans le genre et qui se mangent des murs, hein. Ça c'est réel. Mais d'un autre côté, je me dis que, ben voilà, on peut tous être la personne sur 10 qui y arrive. Il suffit de beaucoup de détermination. Évidemment, du soutien de la famille, c'est hyper important. Je crois que vous l'aurez compris. Parce qu'il y a des hauts et des bas et il faut pouvoir être soutenu dans ces cas-là. Et si jamais vous n'avez pas de famille, ben vous avez des amis, etc., etc. Ça vaut vraiment la peine, en fait, de se réaliser. Parce que comme l'adage le dit depuis toujours, si vous ne faites rien, ben il vous arrivera jamais rien. Salut les gars.